évidemment, on a la chance, comme vous voyez, d'avoir 2 journalistes de Sputnik. D'ailleurs, c'est marqué, un petit peu comme le port-salut, si j'ose dire, mais c'est intéressant parce que leur histoire est singulière. J'y reviendrai tout à l'heure en présentant Kirill et en présentant Elena, mais Irina a évoqué le fait qu'on se trouve dans une actualité à la fois internationale par rapport à la situation que connaît Sputnik Estonie. Je rappelle que Sputnik est sous le coup d'une expulsion, d'une critique qui va bien au-delà de la simple liberté de critique et de la liberté d'expression, puisqu'ils sont dans une situation judiciaire, juridique et judiciaire. Mais je donnerai d'une certaine manière la parole à Elena pour qu'elle nous parle de ce que moi je qualifie d'un blocus économique, puisqu'évidemment tout est fait pour que les journalistes soient pris dans une incapacité d'exercer leur métier, mais ce n'est pas moi qui le dirais, mais Elena. Et puis bien sûr Kirill Wyszynski, dont vous avez suivi malheureusement les péripéties. Kirill est donc directeur exécutif de Rosia Segodnia, mais il fut 1 an emprisonné en Ukraine, avec une petite particularité, c'est que Kirill a la double nationalité, qui est reconnue en Russie, mais qui n'est pas reconnue en Ukraine, et il fut accusé de haute trahison, donc il nous expliquera les raisons de cela. Bien évidemment, je présenterai mon ami André Berkoff, compagnon de lutte, d'une certaine façon, de lutte oratoire, mais je crois que c'est important d'avoir cette double dynamique à la fois française et russe. L'actualité, malheureusement, nous justifie le débat que nous avons aujourd'hui. Je veux bien sûr parler de l'affaire Mila. Pourquoi ? On est un petit peu loin de la liberté de la presse, mais quand même, la liberté de conscience, qui est le principe fondateur, me semble-t-il, de la liberté d'expression. C'est le fondement de ce que moi je perçois comme la capacité de tout dire, et donc la liberté de critiquer, non pas les personnes, mais de critiquer aussi les religions. Me ramène à mes vieilles fonctions de secrétaire général de l'association du Chevalier de la Barre. Je pense que vous avez oublié qui est le Chevalier de la Barre. Le Chevalier de la Barre, qui était un aristocrate du nord de la France, à Abbeville, en 1766, a été exécuté, tout simplement parce qu'il fut accusé de blasphème. Il fut accusé justement du crime de lèse-majesté, donc de critique évidemment de la religion, en l'occurrence des tags, enfin de ce qui était équivalent de tags aujourd'hui, des entailles sur une statue religieuse lui ont valu d'être soumis à la question, donc, et évidemment d'être exécuté. Je dis cela parce que des voix courageuses, et je fais ce parallèle, j'espère qu'il en sera honoré, mais notre amitié ne souffrira évidemment pas, et j'espère qu'elle sera grandie, mais Voltaire a pris post-mortem la défense du Chevalier de la Barre en disant « tout est critiquable ». Et je crois que la voix d'André Berkoff. Alors André Berkoff, vous le connaissez peut-être sous ses nombreux pseudos, car il fut présent comme un turbulent ou comme quelqu'un qui a pu exercer à juste titre la liberté d'expression. Faut-il l'appeler Caton? Faut-il l'appeler Philippe de Marat? Faut-il l'appeler Philippe de Comines ou Catherine de Médicis? Je n'oublie pas Catherine de Médicis. Mais André a payé chèrement la possibilité de tout dire, de tout écrire, ou en tout cas de le poser comme un acte revendicatif de la liberté d'expression. L'action qu'il mène actuellement dans la radio, évidemment, complète les actions qu'il a pu mener au niveau de ses nombreux ouvrages. Le dernier, évidemment, Donald Trump, Les raisons de la colère, en rappelant le livre de John Steinbeck, les, évidemment, raisins de la colère. Je crois d'ailleurs qu'il faut dire que André fut à l'encontre du mainstream ou du politiquement correct, alors que tout le monde critiquait Donald Trump. Notre ami, mais je pense qu'il pourra en dire un mot, expliquait qu'au contraire, c'était quelque chose qui était parfaitement ancré dans la société américaine et qu'il y avait une logique, une cohérence à ce que Donald Trump soit élu, et donc peut-être réélu d'ici quelques mois. Le débat d'aujourd'hui porte sur la liberté de la presse, et je crois que c'est important de rappeler, et d'une certaine façon, je complète ce qu'a dit Irène tout à l'heure, en me désolant du fait que les instances officielles, en l'occurrence UNESCO, et c'est dommage que nous n'ayons pas la présence de notre ami tunisien, Moez Chachkouk,
car il existe, mais peut-être ne le saviez-vous pas, au niveau de l'UNESCO, une délégation à la communication et au droit d'information. Et je crois que c'est important qu'il y ait à la fois des libres penseurs qui permettent d'exercer cette liberté absolue de critiquer, de débattre et bien évidemment d'aller tout simplement dans le fond de la pensée des uns et des autres sans aucune forme d'ostracisme. Et je crois que c'est un petit peu dommage que notre ami tunisien ne soit pas là, mais d'une certaine façon, en discutant avec Kirill, qui a rencontré il y a aujourd'hui même, je crois, la commissaire du Conseil de l'Europe chargée de la communication, Madame Doumia Mijatović, pourra nous dire comment, au niveau du Conseil de l'Europe, ce droit absolu d'exprimer, de penser autrement, peut évidemment s'exprimer et prendre sens. Est-il possible de penser autrement? Ce n'est pas moi qui le dis, mais nous sommes dans une situation où un certain nombre de journalistes se sont trouvés dans l'obligation de créer, je cite, un comité Orwell pour la liberté d'expression des journalistes, donnant l'impression qu'un certain nombre de journalistes n'avaient pas, sur leur chaîne respective, la capacité, le droit, ou encore la possibilité de s'exprimer librement. Je veux saluer mes amis Laurent Bouvet, Alexandre Devecchio, Natacha Polony et Guillaume Bigot, qui animent le comité Orwell. Je vous incite à lire ce qu'ils écrivent, à la fois dans leurs journaux respectifs, que ce soit Le Figaro, Marianne, et bien évidemment dans les nombreuses chroniques qu'ils peuvent, à travers lesquelles ils peuvent exprimer ce fondement du droit, c'est-à-dire la liberté d'informer, et pas forcément la liberté d'informer que dans une seule direction. Je ne voudrais pas exercer trop abusivement mon droit de parole, mais nous sommes quand même dans une situation où le président de la République, qui dit qu'il veut ouvrir le débat, qui s'est présenté à travers la geste électorale de mai 2017 dans sa volonté de s'opposer au populisme, donnant l'impression que les populistes restreignaient le débat public, a lui-même, d'une certaine façon, offert des fermetures, ou en tout cas, c'est lui-même inscrit dans une contradiction. J'en cite que quelques-uns, mais je pense qu'au cours du débat, on pourra y revenir. Premièrement, et c'est assez cocasse, en excluant les journalistes de l'Élysée, en disant que les journalistes n'ont plus leur place dans la salle de presse de l'Élysée, bref, en externalisant ou en éloignant la capacité de critique ou la capacité d'exercer ce droit de critique. Deuxièmement, en ostracisant les médias qui pensent autrement, sans aucune forme de jugement, mais nous en avons ici un, on pourrait en citer un autre, RT France, Russia Today. Russia Today, aujourd'hui, vient juste d'annoncer qu'ils ont dépassé les 10 milliards de vues sur YouTube, bien plus que Fox News, bien plus que CNN, bien plus qu'Al Jazeera, et évidemment bien plus que les chaînes que nous qualifions de mainstream, même si parfois la comparaison n'est pas forcément raisonnable, ou en tout cas peut être interrogée. France 24, qui évidemment est très loin de cette connexion. Donc cette façon de penser et de présenter le débat d'idées ou les informations autrement. Et ensuite, il y a eu, mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir au cours de débat, des éléments qui sont un petit peu perturbants dans cette capacité à vouloir être le chef de tous les Français, et en même temps en ostracisant ou en confisquant la parole publique. Les Gilets jaunes exigent un débat d'idées, et on nous présente un grand débat national où il est le seul à prendre la parole. Et d'une certaine façon, il y a cette contradiction, cette volonté de s'exprimer, et cette volonté de sa part de s'accaparer ce qu'il estime devoir être cette réponse à cette demande parfaitement légitime. Évidemment, je vous rappelle que le 22 décembre 2018 a été votée une loi sur la manipulation de l'information, qualifiée donc malheureusement encore présentée comme fake news. Je crois qu'il faut qu'on revienne à une présentation en français de ce dont on parle, donc de la désinformation ou de la désintox. Mais je pense là aussi que nos amis y reviendront. Et puis je termine avec cette
vraie réflexion qui, moi, m'interroge. Le fait de dire qu'il faut créer de nouveaux comités Théodule, un observatoire pour la liberté d'expression, un observatoire du journalisme, même peut-être, mais je pense que André et Régis y reviendront, le fait de qualifier les bons ou les mauvais journalistes, ou en tout cas ceux à qui on va donner l'information, ou ceux qui en sont dépourvus, ou qui devraient ne pas en être pourvus, en oubliant qu'il existe une instance pour cela. Et je dis cela parce que le président Emmanuel Macron l'a présenté à l'occasion de ses nombreux discours sur l'Europe, en disant qu'il faut absolument une loi pour la manipulation de l'information au moment des campagnes électorales, en se souvenant qu'il estime avoir été victime de cela en mai 2017, en oubliant qu'il existe, depuis 1992, un observatoire des médias, et qui précisément existe au sein même d'une organisation qui a 70 ans d'existence, le Conseil de l'Europe. C'est la raison pour laquelle je me félicite que le Conseil de l'Europe écoute ce que nos amis ont à dire. Je ne reviendrai pas sur les vœux de la presse d'Emmanuel Macron, qui d'une certaine façon qualifie ce qui est du bon journalisme ou ce qui est du mauvais journalisme, ou ce qui ne devrait pas rentrer dans cette qualification, en évoquant le fait que le cyberjournalisme ou le journalisme citoyen, comme on le dit, n'a pas la même valeur, ou n'a pas la même tonalité, ou ne devrait pas être, entre guillemets, beaucoup de guillemets, respecté que le travail des journalistes, mais je laisserai de vrais journalistes dire si oui ou non ils partagent ce point de vue. Ladies first, comme on dirait dans le monde anglo-saxon, mais nous sommes ici en France et nous nous réjouissons d'avoir Elena, je vais rapidement vous présenter Elena, en plus de ce qu'a dit Irina. Elena Chericheva, qui est la directrice de l'agence Sputnik en Estonie. Je rappelle, comme je l'ai dit, que Sputnik fait l'objet de menaces de poursuites judiciaires. Donc la première question qu'on va lui poser, c'est où en sont ces poursuites judiciaires. D'ailleurs, il y avait un ultimatum qui précisait que vous aviez jusqu'au 1er janvier, avant de faire face à des sanctions, et notamment des sanctions économiques par rapport à votre exercice de votre média. Je rappelle que Sputnik emploie 35 personnes en Estonie. Donc, quelle est la situation, puisque vous avez saisi l'OSCE, vous espérez, mais je crois que c'est l'objet de votre rencontre hier à Strasbourg, saisi le Conseil de l'Europe, la Commission européenne des droits de l'homme, l'UNESCO, sur ce que vous qualifiez être une violation de la liberté de parole, et ce que moi je rajoute être, d'une certaine façon, un blocus économique, interdiction bancaire, dénonciation unilatérale du bail de vos locaux. Est-ce que, d'une certaine façon, à défaut de limiter la liberté d'expression, on s'attaque au volet économique pour vous empêcher, in fine, de faire votre métier? Est-ce que finalement ce n'est pas la même chose? Je vous donne la parole, et ensuite nous écouterons André, Кирилл, et je salue Régis qui vient de nous rejoindre. Спутник Эстония в Эстонии существует почти 4 года. Notre agence Sputnik Estonie existe en Estonie depuis 4 ans, presque 4 ans. И на протяжении всех 4 лет к нам не было никаких официальных претензий. Et depuis ce temps-là, aucune revendication officielle ne nous a été adressée. То есть не было судебных решений. Aucune décision juridique. Также не поступало никаких жалоб в так называемый Совет по прессе, который существует в Эстонии. Aucune plainte adressée au Conseil pour les médias qui existe en Estonie. Да, безусловно, мы не получали аккредитацию ни на какие публичные официальные мероприятия. Oui, bien sûr, on nous refusait officiellement, régulièrement des accréditations pour des manifestations officielles organisées dans ce pays. Были случаи, когда наших журналистов просто выгоняли из мероприятий, на которые не требовалась никакая аккредитация. Il y a eu également des cas où nos journalistes ont été tout simplement chassés des salles de presse où l'accréditation spéciale n'était pas exigée. Спецслужбы в 2016 году распространили рекомендационное письмо всем членам правительства и государственным органам. En 2016, les services spéciaux estoniens ont adressé une lettre de recommandation aux membres du gouvernement et aux structures officielles.
Объяснив таким образом членам правительства и госорганам, что общаться, давать комментарии и быть спикерами «Спутник Эстония» не рекомендуется, по сути, запрещено. Expliquant aux fonctionnaires qu'il leur est déconseillé de communiquer, donner des commentaires ou intervenir dans des manifestations organisées par Sputnik. Donc de fait, ça leur a été interdit. По сути, журналистов лишили доступа к информации, что, как вы понимаете, основное в деятельности любого журналиста. De fait, nos journalistes ont été privés d'accès à l'information, ce qui est un élément crucial de notre travail. Но в конце октября 2019 года из банков Эстонии все сотрудники стали получать письма. Fin octobre 2019, nos collaborateurs ont commencé à recevoir des lettres de leur banque. С этого началась экономическая блокада. C'était le début du blocus économique. В этих письмах банки сообщили сотрудникам, что прекращены все транзакции из МЕ «Россия сегодня». То есть сотрудники не смогли получить зарплаты. Dans ces lettres, les banques les informaient que toute transaction avec l'agence Rosia aujourd'hui, dont notre agence, seront suspendues. Ainsi, nos fonctionnaires, nos collaborateurs ne touchaient tout simplement plus leur salaire. Письма с угрозами из банков приходили до конца 2019 года с разных банков. И в итоге нам прислали письмо с угрозой, что если мы не прекратим трудовые отношения с Международным информационным агентством «Россия сегодня», личные счета сотрудников будут закрыты. Ce genre de lettres était adressé à nos collaborateurs par des différentes banques jusqu'à la fin 2019, jusqu'au moment où on les a informés tout simplement que s'ils n'arrêtaient pas des relations commerciales avec l'agence, leurs comptes personnels seront bloqués. Эту проблему более-менее нам удалось решить. Tant bien que mal, nous avons pu régler ce problème. Но банки заблокировали налоговые отчисления в государственный орган Эстонии, департамент налогово-таможенный. Mais les banques ont bloqué également les transactions avec le service fiscal estonien. Дальше полиция, точнее Бюро данных по отмыванию денег, провело беседу с нашим арендодателем, который в одностороннем порядке под нажимом был вынужден разорвать с нами договор и выкинуть, по сути, нас на улицу. Puis la police, ou plutôt le service contre le blanchiment fiscal, a eu une conversation avec le propriétaire de nos locaux qui, sous cette pression, a dû supprimer le bail et de fait nous jeter dans la rue. Поняв, что каждую из этих проблем мы потихоньку решаем, перешли уже от экономической блокады к политической. Ayant compris que nous parvenons tant bien que mal à résoudre tous ces problèmes, les autorités ont passé du blocus économique au blocus politique. 16 декабря 2019 года все сотрудники получили письма из Департамента полиции и погранохраны. Le 16 décembre 2019, tous nos collaborateurs ont reçu des lettres du département des services de garde-frontières et de douane de la police nationale, в котором полиция угрожает сотрудникам уголовной статьей номер 93, примечание 1, о соблюдении международных санкций. par lequel ils étaient menacés de poursuites dans le cadre de l'article 93. de l'article 93.1 du Code pénal national portant sur l'application des sanctions internationales. Эта статья подразумевает до 5 лет лишения свободы, конфискация имущества и штрафы.
C'est l'article du Code pénal qui prévoit la peine allant jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et la saisie des biens personnels. Но в этом письме полиция разъясняет, что мы можем избежать этой ситуации, если разорвем трудовые отношения с российским международным информационным агентством «Россия сегодня». Mais par la même lettre, on nous expliquait que cette poursuite est évitable si on coupait des relations avec l'Agence internationale d'information russe, Russia aujourd'hui. Так как нам на решение вопроса оставалось всего 2 недели, плюс во время этой недели были еще праздники, католическое Рождество, Эстония отмечает. Vu la date, il ne nous restait que 2 semaines pour résoudre le problème. En plus, ça tombait sur les fêtes de Noël. Мы, посовещавшись с адвокатами, понимали, что мы не успеваем решить эту проблему до конца года. Après consultation avec nos avocats, nous avons compris qu'il était impossible de résoudre le problème, de sortir de cette situation avant la fin de l'année. Международное информационное агентство «Россия сегодня» вместе с редакцией вынужденно приняло решение вывести людей из-под уголовной ответственности и разорвать с ними трудовые отношения. Alors, les dirigeants de l'Agence internationale Russie aujourd'hui a décidé de protéger ses collaborateurs des poursuites pénales et supprimer leur contrat. Я и еще 3 человека трудовые отношения не прекратили. Il ne reste que moi et encore 3 personnes qui ont maintenu des relations, des contrats avec l'agence. Но в таком составе вести информационный портал не представляется возможным. Mais n'étant que 4, il est impossible de maintenir le fonctionnel d'un portail économique, d'un portail d'information. Поэтому с 1 января «Спутник Эстония» перешел в режим чрезвычайный. Donc, depuis le 1er janvier, Sputnik Estonie fonctionne dans un régime exceptionnel. То есть он как бы действует, но там выпускаются материалы, только касаемые проблемы вокруг «Спутник Эстония». C'est-à-dire le site est toujours fonctionnel, mais les seules publications portent sur la situation autour de Sputnik Estonie. Дело в том, что полиция Эстонии вольно трактует международные санкции и приписывает Международное информационное агентство «Россия сегодня» как субъект международных санкций. Le fait est que la police estonienne interprète à sa façon particulière les sanctions internationales, considérant que l'agence Russie aujourd'hui est sujet de ces sanctions. Только потому, что генеральным директором является Дмитрий Константинович Киселев, который, как известно, находится в санкционном списке. Pour la seule raison que son directeur général est M. Dmitry Kiselev, qui lui figure sur la liste de sanctions de l'Union européenne. Все наши попытки доказать, что у Киселева нет активов в МИА «Россия сегодня» и он лишь наемное лицо, не привели никаким пока результатам. Toute tentative d'expliquer ou de prouver que Kiselev n'est pas propriétaire ni n'a pas de participation aux actifs de Russie aujourd'hui et n'est en fait qu'un collaborateur, qu'un employé de l'agence, n'ont donné aucun résultat pour l'instant. Мы считаем, что действия полиции и официального Таллина – это в чистом виде цензура по отношению к журналистам, работающим в «Спутник Эстония», хотя цензура запрещена в нашей стране. Nous estimons que l'action de la police estonienne constitue en fait un acte de censure par rapport à Sputnik et à ses journalistes, quoique la censure est officiellement interdite en Estonie. Более того, в основном все сотрудники «Спутник Эстония» – это граждане Эстонии. Plus que cela, presque tous les employés de Sputnik Estonie sont des citoyens estoniens.
Поэтому я считаю, что такими своими действиями полиция гнобит своих собственных граждан. Donc je me crois pouvoir considérer que par telle action, la police estonienne attaque ses propres citoyens. И готова посадить в тюрьму своих граждан только за то, что они работают в российском средстве массовой информации. Est prête à les envoyer en prison juste pour le fait qu'ils travaillent dans un média russe. Сейчас МИА России сегодня работает в разных направлениях, на разных площадках для того, чтобы решить основную и главную проблему. Aujourd'hui, l'agence Russie aujourd'hui travaille dans des différents domaines, sur de différents terrains, pour résoudre le seul problème. Снять все претензии, надуманные претензии со стороны эстонских властей, Lever ces accusations parfaitement imaginaires du côté des autorités estoniennes. и главная задача на сегодняшний день — вернуть всех сотрудников на свои рабочие места и вновь запустить «Спутник Эстония». Et l'objectif principal est que tous nos collaborateurs puissent reprendre leur travail et l'agence puisse fonctionner dans un régime normal. Я, как руководитель «Спутник Эстония», готова сделать все, что от меня зависит, поэтому я буду выступать на всех представленных мне площадках. Moi, en tant que directrice de Sputnik Estonie, je suis prête à faire tout mon possible pour y parvenir, dont je vais intervenir devant tous les auditoires accessibles pour moi. Чтобы европейская общественность узнала о том беспределе, который происходит в европейской стране Эстония. Pour que le public européen soit informé de ce volontarisme qui tient lieu aujourd'hui dans un pays européen qui est l'Estonie. Спасибо. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage. J'aurais d'autres questions à vous poser par rapport à l'exercice de votre métier, que ce soit en Estonie, mais de manière plus générique. Maintenant, je voudrais, en saluant Régis Le Sommier, le directeur adjoint de la rédaction de Paris Match, qui nous a rejoint, en le remerciant d'être là, et en me permettant de saluer un autre collègue que je vois dans le fond, Éric Topona, qui est un journaliste, je l'ai vu tout à l'heure. Pourquoi je le salue? Premièrement, parce que les journalistes africains, et il faut s'en féliciter, œuvrent aussi pour la liberté de la presse. Et Éric, qui est journaliste à la Deutsche Welle Afrique francophone, qui anime l'excellente émission Labre à Palabre, vient juste de sortir un ouvrage dont le titre résonne avec notre réflexion aujourd'hui, « Misère et grandeur de la liberté du journalisme », plus précisément par rapport à son expérience tchadienne et africaine. Donc je me permets de le saluer. Son ouvrage a été présenté il y a encore quelques jours, à Reporters sans frontières, en nous rappelant quand même que 80 journalistes sont morts en 2019. Et je crois que c'est aussi une preuve que beaucoup sont prêts à mourir pour cette liberté chèrement conquise et acquise de la liberté d'information. André Berkoff, ça fait quasiment 30 ans que vous exercez votre droit à l'insoumission d'une certaine manière, votre droit à l'information. Vous l'avez chèrement payé et d'une certaine façon vous connaissez... Non, vous l'avez chèrement payé et vous le revendiquez haut et fort à travers votre émission Berkoff dans tous ses états sur Sud Radio, que je vous recommande d'écouter. Je l'ai même noté par rapport à l'horaire, je crois que c'est en matinée si je ne m'abuse. Midi 13h15. Ouais. Midi 13h15. Mais André, vous qui connaissez bien la presse, vous avez connu toutes les rédactions, presse écrite, presse audiovisuelle, vous avez présidé le Presse Club, on s'est connus comme ça. D'ailleurs, entre 2004 et 2007, pouvez-vous nous dire si oui ou non la liberté de la presse en France est menacée? Et si, d'une certaine manière, puisqu'on en parlait, la dimension financière est aussi une nouvelle menace. Je rappelle qu'un certain nombre d'annonceurs menacent régulièrement de ne plus annoncer ou de ne plus participer en tant que régie publicitaire dans des émissions où un certain nombre de polémistes, un certain nombre de chroniqueurs expriment
je ne défends pas ce point de vue, mais expriment leur droit à la différence. D'ailleurs, et je termine par là, vous avez, avec l'avocat Gilles William Goldnadel, sans doute, pour ces raisons, créé un site, le titre me plaît particulièrement, francelibre.fr, sans doute pour utiliser cette nouvelle forme de communication et pour dire si peut-être c'est à travers cette nouvelle liberté, encore une fois, liberté technologique, la liberté de la presse pourra malgré tout résister. André. Bon, je crois qu'il faut commencer peut-être par rappeler peut-être des choses qui sont des banalités de base, mais ces banalités de base n'existent pas encore dans beaucoup de pays. Alors, si on veut parler, on va parler de quoi? On va parler d'abord de la liberté d'expression. Parce que la liberté de la presse, elle est inhérente à la liberté d'expression. Premier devoir de l'homme, de la femme, de l'être humain, c'est manger. On ne peut pas parler de liberté le ventre vide. Donc, au départ, parlons de la liberté. Elle n'existe que quand elle est sortie des buissons de la nécessité. Parlez de ça. Parler de liberté à des gens qui crèvent de faim ou qui sont dans la misère, c'est beaucoup plus difficile. Je vous dis ça parce que souvent on l'oublie. Parce que nous, on n'est pas dans ces cas-là. On n'est pas dans le côté où on ne sait pas comment faire finir le mois, etc. On n'est pas ça. Donc, effectivement, ça devient très important. Et je vais tout de suite dire trois choses. On mesure le degré d'avancement de civilisation des pays à sa liberté d'expression. C'est fondamental. Ça veut dire qu'on voit l'aune d'un pays où il est, où il avance, où il n'avance pas, à sa liberté d'expression. Et la liberté d'expression, c'est quoi? C'est la liberté du contre-pouvoir. C'est, vous savez, Voltaire, un de nos philosophes les plus connus, a dit « Je ne suis absolument pas d'accord avec vous ». C'est pas exactement ça qu'il a dit, mais je l'interprète. Mais je me battrai jusqu'à la mort pour que vous disiez ce que vous avez envie de dire, même si je ne suis pas d'accord. Et c'est vieux comme le monde, hein. Tout ce qu'on dit, ça date de milliers d'années, c'est Antigone et Créon, c'est le pouvoir par essence, et c'est normal, et c'est son rôle, et il n'y a pas à lui en vouloir, va jusqu'au bout de son pouvoir. Le pouvoir, qu'est-ce qu'il veut? C'est que tout le monde soit d'accord avec lui, quels que soient les pouvoirs. Pouvoir de l'argent, pouvoir politique, pouvoir... c'est normal. C'est-à-dire, quand je dis c'est normal, ça ne veut pas dire que c'est bien. Ça veut dire qu'il pense... Et c'est toujours pareil, vous regardez l'histoire des pouvoirs, c'est que moi, je sais mieux que vous ce qui est bon pour vous. Donc, très sincèrement, je ne parle pas de gens qui sont des salauds comment dirais, de profiteurs. Je parle de gens qui sont sincèrement, et ça peut être très dangereux, pensant que, écoutez, la vérité, nous, on la connaît. Vous savez, c'était le grand dramaturge allemand Bertolt Brecht, qui racontait, Bertolt Brecht, dans un pays... Les gens protestaient contre le gouvernement et faisaient vraiment beaucoup de protestations. Et le gouvernement, au bout d'un moment, il en avait marre, il a décidé de changer de peuple. C'était la phrase de Brecht. Vous voyez, le peuple, il comprend rien, on dissout. Et vous voyez, aujourd'hui, quand on parle de populisme, c'est quoi? C'est quand on n'est pas très très content que le peuple ne prend pas les voix et les décisions et les voix qu'on a envie de... Alors on lui dit, ah, vous êtes des populistes, vous n'avez rien compris. Et je vais penser à trois choses là-dessus. Je pense au référendum en France de 2005 sur la Constitution européenne. Les Français ont voté à 55% contre cette Constitution européenne. Évidemment, on n'en a absolument pas tenu compte. 2 ans après, on s'asseyait dessus et on faisait le traité de Lisbonne. Et vous avez remarqué, puisque je parle de la France, je parle de notre pays, que depuis, eh ben, il n'y a plus de référendum. Vous avez marqué, vous avez entendu un certain nombre de gens, ces temps-ci, depuis 1 an, disent « Mais pourquoi on ne fait pas des référendums ?» Oui, on va voir. Mais enfin, écoutez, ça nous embête. Hein. Il y a déjà vos députés, etc. Pour revenir à la liberté d'expression et de la presse, etc. Donc, première chose, vous pouvez mesurer effectivement le degré, je dirais même, de civilisation et d'avancement des pays à cela. Après, il y a des différences fondamentales. On ne va pas juger aussi tout à l'aune de nos pays. Nos pays, et ils se sont battus pendant des siècles et des siècles. Il faut se rappeler que la liberté d'expression, vous parliez du chevalier de la Barre, il y a énormément d'autres exemples, et toujours et jusqu'à aujourd'hui, où des gens meurent et sont morts, vous l'avez dit aussi, pour dire ce qu'ils ont envie de dire. Aujourd'hui, il y a un monsieur qui s'appelle Julian Assange, qui est actuellement dans une prison en Angleterre, attendant son extradition.
Il faut dire aussi qu'on aimerait que tous les gens qui ont bénéficié de Wikileaks et des renseignements qu'a donné Julian Assange aillent un peu à son secours, quel que soit ce qu'on peut penser, mais il n'y a pas que lui, il y a beaucoup de gens. Et il faut savoir que nous, on est quand même dans la fraction, heureusement d'ailleurs, où la liberté d'expression existe, où elle est là, où on n'attend pas, en tout cas en France et dans un certain nombre de pays, que la police vienne à 6 h du matin frapper à votre porte pour dire « Attendez-vous, vous venez, vous avez quand même dit des choses qui ne nous plaisent pas du tout, vous venez ». Ça, c'est un combat énorme. C'est un combat de tous les instants. C'est un combat séculaire. Il a existé, il existera encore, etc. Mais, est-ce que ça veut dire que tout est réglé chez nous et que tout va bien et que nous vivons dans la liberté d'expression la plus totale? Non. Pourquoi? Il y a 3 différents paramètres. Il y a un paramètre économique, il y a un paramètre politique et il y a ce que j'appellerais un paramètre technologique. Je commencerai par le paramètre technologique, c'est très intéressant. Il y a une vingtaine d'années est apparu, comme vous le savez, quelque chose qui s'appelle Internet, et quelque chose qui s'appelle les réseaux sociaux, et quelque chose qui s'appelle Twitter, Facebook, Instagram, etc., etc., etc. Jusque-là, on avait le monopole. La presse avait un certain monopole, et puis là, ça s'est répandu. Et alors, ça s'est répandu pour le meilleur et pour le pire. On a dit, mais c'est terrible, ces réseaux sociaux, il y a des choses terribles, fake news, etc. Bien sûr qu'il y a des choses terribles. Mais ce qui est très important, c'est que non seulement la parole peut s'exprimer, non seulement il y a les corrections et les autocorrections, non seulement il y a eu quelque chose de fascinant. Pourquoi? Parce qu'un certain pouvoir s'est emparé de cela. Et je voudrais donner l'exemple de Donald Trump, parce que l'exemple de Donald Trump, quel que soit ce qu'on pense de lui, est un exemple historique aujourd'hui. Donald Trump, il y a 30 ans, je l'avais interviewé, il y a 30 ans, il était directeur d'hôtel, il s'occupait de... Et il m'avait dit, ah là là, si je peux avoir le New York Times, ce serait formidable, le New York Times, c'est l'opinion, qui a le New York Times de l'opinion? Il y a 35 ans. Je l'ai vu il y a 4 ans, c'était dans les primaires, il y a exactement 4 ans, juste avant les primaires de l'Iowa. Et il m'a dit, le New York Times, je m'en fous. Moi, j'ai beaucoup mieux. J'ai Twitter, j'ai mes rotatives, j'ai mon imprimerie, j'ai ma presse à moi. Et je vais Twitter. Je lui ai dit, mais attendez, Twitter, c'est quoi comme mouvement? Il m'a dit, aujourd'hui, c'était donc il y a 4 ans, j'ai 15 millions d'adhérents. Ça veut dire que je parle directement du producteur et consommateur. Et comme par hasard, c'est très très intéressant ce qui s'est passé. Il a été le président qui tweete plus fort que son ombre. Il y va du matin au soir, du soir au matin. Et pourquoi? Alors on se dit, mais c'est un fou, etc. On voit bien que, il faut quand même sortir des ornières, là, et voir très bien ce qui se passe. Pourquoi? Parce que ça a tout changé. Ça a changé en quel sens? Ça a changé au fait qu'aujourd'hui, d'un côté, on va du producteur au consommateur, d'un autre côté, tout le monde, à tort ou à raison, se sent producteur d'informations, rapporteur d'informations. Alors vous me dites, oui, mais enfin, ça veut dire qu'on dit n'importe quoi. Bien sûr qu'on dit n'importe quoi. C'est une espèce de réservoir. Alors les indices, c'est une poubelle, les autres disent c'est un trésor, mais le plus important, c'est que ça a permis, et moi je trouve ça, personnellement, très bien, que les opinions s'expriment beaucoup plus parfaitement et beaucoup plus, comment dirais-je, je sais beaucoup mieux le mental de ce qui se passe aujourd'hui que je ne le savais avant. Pas parce que la presse cachée, mais c'est normal, parce que la presse, elle est dans un certain domaine et elle ne peut pas, si vous voulez, tout résumer. Les gens, les frustrations, si vous voulez, si on regardait les réseaux sociaux, on voit bien ce qui se passait et pourquoi il y a eu les gilets jaunes en France et pourquoi il y a eu ça. Et pourquoi, si on regardait en Amérique, pourquoi un Trump dont pas une personne donnait un copec sur son élection, pas un. Pourquoi? Parce qu'il avait cette Amérique ignorée, cette Amérique, le basket of deplorables, comme disait Hillary Clinton, cette Amérique des gueux, des oubliés, etc. Et il y a eu ce qu'il y a eu. Mon ami Régis en parlera au moins aussi bien que moi. Mais ce que je voudrais dire, c'est que cette liberté-là, elle est très importante. Et ce n'est pas par hasard que dans un certain nombre de pays, Internet est, sinon banni, du moins très sévèrement encadré. C'est la liberté. On n'aime pas la liberté, on la déplore,
ça mange mal, ça mange avec ses doigts, ça se comporte pas bien, c'est vulgaire, c'est tout ce que vous voulez, mais ça s'appelle la liberté. La liberté, elle n'est pas seulement avec un bon parfum, elle ne sent pas seulement bon, elle est. Et si on ne voit pas ça, on ne voit pas ce qui se passe, et le retour du refoulé, il arrive très fort. Deuxièmement, le problème économique. Le problème économique est un problème, effectivement, en France, il y a un vrai problème, qui n'est pas un problème de censure, qui est un problème que par les restructurations économiques, effectivement, la presse, la radio et la télévision appartient à un certain nombre de puissances. Et c'est vrai que ça demande des moyens, ce sont des puissances, appelons-le puissance d'argent, etc. Et moi, je n'ai pas un problème à dire, oui, la presse n'appartient qu'aux riches. Je vous signale qu'aujourd'hui, un certain nombre et je les cite, l'Humanité, Libération et autres, s'il n'y avait pas des gens qui étaient allés à leur secours, aujourd'hui, ils n'existeraient plus. C'est comme ça, c'est triste, mais il faut savoir qu'il y a un problème avec la presse, il y a un problème avec la radio et la télévision, il y a un problème de moyens, et on ne peut pas faire sans moyens. Est-ce à dire que les journalistes sont tenus? Non. Je crois qu'il y a quand même, en tout cas je parle pour nos pays, il y a quand même une marge de manœuvre, heureusement une marge de manœuvre assez grande, et on n'a qu'à voir d'ailleurs les journaux, on peut le voir. Maintenant, il y a un problème. C'est que, encore une fois, je ne veux pas donner l'Amérique un exemple, mais vous savez qu'en Amérique, il y a une loi qui dit que si vous avez des affaires avec le gouvernement, c'est-à-dire si vous ne pouvez pas posséder un journal. Ça veut dire toute personne, milliardaire, millionnaire ou autre, oligarque, etc., peu importe, qui fait les affaires le gouvernement, quel qu'il soit, ça n'a rien à faire de gauche, de droite, etc., ne peut pas posséder un organe de presse, de radio, de télévision et autres. Bon, ce n'est pas le cas en Europe, ce n'est pas du tout le cas, donc il y a un problème de moyens qui est là. Donc ça, c'est un problème économique qui est là. Et troisièmement, il y a un vrai problème, alors avec effectivement ce que j'appellerais le problème avec le pouvoir. Effectivement, on se dit notre pouvoir, écoutez, ça va, on est un pays démocratique et tout. Mais moi, j'ai été frappé par 2 ou 3 choses récemment. Je dois parler de la loi Avia. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la loi Avia, où on dit par rapport aux réseaux sociaux, effectivement, il y a des messages de haine, il faut les contrôler. Très bien. Sauf qu'il faut les contrôler comment? Il faut les contrôler et on va demander aux plateformes, c'est-à-dire aux GAFA, à Google, à Facebook, à Amazon, etc., enfin surtout Google, Facebook, de contrôler, c'est-à-dire les messages de haine. Il faut, et c'est la loi qui veut passer, que si vous ne les enlevez pas dans les 24 heures, eh bien, vous serez taxé de 4% de vos chiffres d'affaires. Pas de vos bénéfices, de vos chiffres d'affaires. Bon, c'est un peu... Pour le moment, le projet de loi n'est pas passé. Mais le problème qui est posé, et on est allé plus loin, il y a un amendement qui a été voté avant-hier par l'Assemblée nationale française, qui dit quoi? Qui dit que si, aujourd'hui, on n'a pas besoin du juge, la police suffirait à demander à ce que, dans les 24 heures, on enlève cela. Un sénateur a dit même, dans les télévisions, si on voit quelqu'un qui a filmé des violences policières ou d'autres violences, etc., eh bien, il n'a pas à les filmer, c'est les forces de l'ordre, il doit être condamné à 15 000 € et la vidéo doit être supprimée. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème, pourquoi? Parce que ici, comme ailleurs, comme partout, on a tendance à dire, écoutez, ça ne va pas, vous gênez, vous savez, on a toujours eu ça. Vous êtes en train de ne pas faire ce qu'il faut faire, c'est-à-dire le bien du... Vous parlez de choses qui n'ont pas d'intérêt, qui n'ont pas d'importance. Non, ça a beaucoup d'importance. La loi Avia me paraît une loi extrêmement dangereuse. Pourquoi je dis ça? Ce n'est plus qui va mettre le curseur. Que l'on censure les appels à la haine, oui. Que l'on censure et que l'on interdise les appels au meurtre, évidemment. Évidemment, et on le fait. Mais que si j'ai envie de juger tel ou tel ou tel ou tel, et que j'ai envie d'en parler et que j'ai envie de commenter, à partir de quel moment, et qui surtout, qui dira que ça c'est un appel à la haine? Qui dira ça? Vous aviez parlé de Mila. On parle de Mila, vous savez, cette personne qui a effectivement critiqué une religion et qui se retrouve terrée chez elle, et même pas chez elle ailleurs, parce qu'il y a des menaces de mort tout le temps.
Mais le droit, le blasphème n'est pas reconnu par la législation française. Le blasphème, le droit de critique une religion, quel qu'il soit, c'est un droit absolu et imprescriptible. Mais on sait que beaucoup de gens sont morts pour ça. Je ne vais pas rappeler Charlie Hebdo, je ne veux pas rappeler un certain nombre de choses. Donc, jusqu'où effectivement aller ? C'est un vrai problème et c'est un problème imprescriptible. À partir du moment où on commence à dire que, attention, ça, non, ça, je ne parle pas des appels au meurtre, hein. Je ne parle pas des gens, bon, je parle des appréciations de telle ou telle, y compris une religion. Et pourquoi je parle de ça ? Parce qu'il y a eu sur France Inter, je le nomme, il y a eu un petit concert donné dans les studios de France Inter par un soi-disant humoriste qui disait, je vous répète ce qui a été dit, sur les antennes de France Inter, 5 millions d'auditeurs, 4 millions d'auditeurs, en disant Jésus est un pédé, Jésus n'aurait pas dû être sur la croix, il aurait dû se faire enculer. Bien, ça est passé, pourquoi pas ? Il n'y a pas eu un problème. Mais que quelqu'un comme Mila dise ce qu'elle a à dire sur une autre religion, Madame Belloubet, ministre de la Justice, a dit « Ah non, 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 on ne critique pas les religions parce que c'est une atteinte à la liberté de conscience. » Textuel, elle a dit ça hier. Alors là, il y a un vrai problème. Et ça ramène à la liberté. La liberté, elle ne se divise pas. C'est pas la liberté pour les uns et pas pour les autres. C'est pas la liberté pour une catégorie et pas pour une autre. Ou vous acceptez la liberté de tout le monde, ou vous acceptez la liberté pour personne. C'est un choix. Il faut savoir. Mais ne nous racontons pas d'histoire et ne faisons pas les hypocrites et ne faisons pas semblant de ne rien voir et faisons l'autruche. Donc, il est là le problème. Il est le problème qu'il faut faire très attention. Et je vais vous dire, je crois profondément que la liberté, que ce soit des humoristes, des journalistes, etc. Attendez, les journalistes, ils ne tuent pas. Les journalistes, ils ne massacrent pas. C'est pas Pol Pot, les journalistes. Ce n'est pas tel ou tel. Ce n'est pas des gens qui ont déclenché des guerres avec des 100 millions de morts par-ci, par-là. Les journalistes essayent, dans la mesure du possible, de rendre compte de ce qui se passe. Et évidemment, on n'aime pas le thermomètre. On n'aime pas le thermomètre. Alors qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on enlève le thermomètre. Non, il n'y a pas de fièvre. Alors commencez pas à nous embêter avec cette histoire de fièvre. Non, il n'y a aucun problème. Circuler, il n'y a rien à voir. Et le fondement du journalisme, c'est non, je ne circule pas parce qu'il y a des choses à voir, parce qu'il faut mettre, comme disait Albert Londres, la plume dans la plaie. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de liberté. Et s'il n'y a pas de liberté, eh ben je nous plains. Merci. Merci André, mais je pense que notre ami Régis, qui a fait une interview du président syrien, aura quelques éléments à nous rappeler, parce qu'on l'a reproché justement de donner la parole à l'indicible ou à quelqu'un qui, jusqu'à présent, ça fait 2 fois qu'il l'interviewe, mais j'y reviendrai plus tard. Merci André d'avoir rappelé que le président Trump a aussi cette capacité d'avoir changé les règles de Twitter. Souvenez-vous, on est passé de 140 signes à 280 signes, servant justement le maître et pour lui permettre de s'exprimer à travers ce moyen. Donc parfois la technologie suit un parcours politique, mais surtout, André me connaît depuis longtemps, mais je crois que c'est très important. Bien sûr, Madame Belloubet a rétropédalé, en rappelant qu'il y a le principe absolu de la liberté de conscience, la liberté de croire, ou après tout, la liberté de ne pas croire, c'est le principe de la laïcité. Mais à force de redéfinir la laïcité, on en vient exactement à ce qu'a dit André. On est passé, en gros, du droit public du citoyen au droit civil de l'individu. Et d'une certaine façon, ça, c'est problématique. Parce que ça veut dire que l'on va choisir ce qui est plus critiquable que d'autres. Ou mieux, pire. Il y a des choses qui sont critiquables et d'autres qui, finalement, sont relativisées. L'exemple que André a évoqué par rapport à la différence d'appréciation sur les religions, évidemment peut être porté aussi sur d'autres thématiques, mais on s'éloigne un petit peu du sujet. On m'a dit de donner la parole à Kirill. Oui, bien sûr, on va donner la parole à Kirill, car après tout, il est venu et il a chèrement payé sa liberté d'expression. Je rappelle juste que Kirill Vichinsky donc, est le directeur exécutif
de Rossiya Segodnia, mais qu'il fut emprisonné pendant une année, je crois précisément du 15 mai 2018 à septembre 2019. Souvenez-vous, il faisait partie des 70 prisonniers qui ont été échangés à l'occasion de la relance, et il faut s'en féliciter, du format Normandie, qui évidemment nous ouvre d'autres perspectives diplomatiques et géopolitiques. Alors il fut accusé de haute trahison. Pourquoi il fut accusé de haute trahison? Parce qu'il a la double nationalité. Je rappelle que l'Ukraine ne reconnaît pas la double nationalité, et justement il fut accusé de haute trahison dans un contexte très particulier où l'Ukraine est en guerre, comme évidemment vous le savez. Il fut même accusé de travailler pour un média russe, nommément, travailler pour un média russe. Je crois aussi important de rappeler mais ça pourrait peut-être, puisqu'on est ici pour tout se dire, ouvrir peut-être quelques réflexions. Il fut nommé par le président Poutine il y a de cela quelques jours membre du Conseil présidentiel des droits de l'homme, où d'une certaine façon il défend non seulement le droit de tous les journalistes à s'exprimer, mais plus spécifiquement en rappelant qu'il est dans une logique où il défend en priorité les compatriotes russes, en tout cas ses compatriotes russes, mais je crois évidemment que c'est une question sur laquelle on aura peut-être beaucoup de choses à dire dans la deuxième partie de ce débat. Donc je vais lui donner la parole. Вчера мы разговаривали с комиссаром Евросоюза по правам человека с Дуней Миятович, и она нас предупредила. Hier, nous avons pu intervenir avec le commissaire du Conseil de l'Europe pour les droits de l'homme, Madame Mijatović, qui nous a prévenu что нам в Париже необходимо быть очень осторожными с нашими желтыми жилетами, с которыми мы вчера к ней пришли. Il faudra être très prudent à Paris avec nos gilets jaunes avec lesquels nous sommes intervenus hier devant elle. Но у нас совсем другая цель, мы надели жилеты, потому что мы хотим выразить солидарность со своими коллегами из эстонского спутника. Mais notre objectif est une autre, nous les portons pour exprimer notre solidarité avec les collègues de Sputnik Estonie. Когда я ехал в Париж, я настраивался на дискуссию. Donc, en partant pour Paris, je me préparais à avoir une discussion. Но после того, что я услышал выступление Андрея, mais après l'intervention d'André, я понимаю, что мне практически не о чем дискутировать с Андреем, поскольку он говорит примерно о том же, о чем хотел говорить и я. Je vois assez mal de quoi pourrait-on discuter puisqu'il a exprimé les idées qui sont quasiment les miennes. Я работаю в журналистике больше 25 лет. Конечно, меньше, чем Андре. Ça fait plus de 20 ans que je travaille dans le journalisme. Bon, bien sûr, beaucoup moins qu'André. Из этих 25 лет я 15 лет работал в украинских СМИ. Sur ces 25 ans, j'ai passé 15 dans les médias ukrainiens. Украинское телевидение, украинские газеты, украинское радио. La télévision, les journaux, la radio. В 2014 году, вернее, в 2006 году я перешел на работу в ВГТРК, Всероссийскую государственную телерадиокомпанию, российская СМИ. En 2006, j'ai commencé à travailler pour VGTRK, la société de téléradiodiffusion russe, donc un média national russe. И сегодня, когда Андрей рассказывает о проблемах со свободой слова во Франции, я понимаю, что в Украине примерно такая же ситуация. Et aujourd'hui, lorsqu'on a parlé de la liberté, des problèmes avec la liberté d'expression en France, je comprends qu'en Ukraine, la situation est à peu près pareille. Сейчас обсуждается в Верховной Раде, в парламенте Украины, закон, по которому достоверность информации будет проверять и утверждать, информация достоверная или нет, не суд, а внесудебный орган, который формируется политическими ветвями власти. En ce moment, la Rada suprême, dans le Parlement ukrainien, est en train d'examiner une proposition de loi selon laquelle la véracité de l'information publiée dans la presse sera vérifiée et contrôlée non pas par les juges, mais par un organisme de contrôle, un service spécial qui sera formé par le pouvoir politique. В нынешней ситуации на Украине выживают только те СМИ, которые финансируются олигархами, то есть очень зажиточными людьми украинскими. Там практически государственные каналы бедствуют, а олигархические чувствуют себя очень комфортно. Aujourd'hui, en Ukraine, les seuls médias qui peuvent survivre sont ceux financés par des oligarques. En fait, la situation financière des médias d'État, des médias publics, est extrêmement lamentable,
tandis que les médias privés se portent plutôt bien. То есть деньги решают, какие мысли журналисты будут доносить до своих читателей, зрителей и так далее. Autrement, c'est l'argent qui décide ce que les journalistes peuvent écrire, quelles idées ils peuvent porter à leurs lecteurs. И, пожалуй, есть единственное, самое главное, существенное отличие все-таки ситуации со свободой слова на Украине от ситуации со свободой слова во Франции. Mais il existe peut-être une différence qui est pourtant cruciale dans la situation avec la liberté de la presse en Ukraine et en France. Андре сказал, что вам в дверь не смогут постучать в 6 часов утра и забрать вас в тюрьму, если вы живете во Франции и высказываете критику по отношению к правительству, президенту и так далее. André a dit que personne ne viendra frapper à votre porte à 6 heures du matin pour le fait que vous exprimez des opinions critiques à l'égard du gouvernement, du président et ainsi de suite. В Украине это возможно. Правда, в мою дверь постучали не в 6 утра, а в 9 утра. En Ukraine, c'est tout à fait possible, quoique chez moi, on n'a frappé pas à 6 heures du matin, mais à 9 heures. Кроме этого, кроме меня в тюрьме, примерно в одно со мной время, в течение последних 1,5 лет до президентских выборов Порошенко, в тюрьме оказалось еще 12 журналистов украинских. Avec moi, au même moment à peu près, en fait, jusqu'à l'élection, les dernières élections présidentielles où Poroshenko a été remplacé par Zelensky, il y a eu encore une douzaine de journalistes. Сейчас большинство из них после выборов и после избрания Зеленского на свободе, но дела уголовные против них не закрыты. Après l'élection de Zelensky, la majorité d'entre eux ont été relâchés, mais les poursuites sont toujours en cours. Абсурдность обвинений по отношению к этим журналистам, на мой взгляд, очевидна, но я сейчас только перечислю 2 пункта, касающиеся обвинений непосредственно меня. L'absurdité des accusations qu'on porte contre eux, à mon avis, est tout à fait évidente. Je ne citerai que 2 points qui concernent moi-même. Их было много, но самые существенные 2. Первое, то, что я сотрудничаю с российским средством массовой информации. En fait, on me reprochait beaucoup de choses, mais 2 d'entre elles étaient les plus importantes. La première, c'est la coopération avec un média russe. И второе, то, что 72 статьи, которые я даже не писал, а просто были опубликованы на сайте, который я редактирую. Et le deuxième, 72 articles dont je n'étais même pas l'auteur, mais qui étaient juste publiés sur le site dont je suis propriétaire, dont je suis rédacteur. Должны были привести к полному уничтожению независимости Украины и поглощению ее Российской Федерации. Devait amener à la perte par l'Ukraine de sa souveraineté et son adhésion à la Russie. Я хочу напомнить, что Украина по-прежнему считает себя самым крупным по территории государством, находящимся на европейском континенте, именно на европейском. Je me permets de vous rappeler que l'Ukraine se considère toujours comme le plus grand État sur le point de vue de son territoire sur le continent européen. Население le continent européen, je le souligne. Население 37 миллионов человек, из которых порядка 500 тысяч работают, служат в армии, в правоохранительных органах, в судах, в прокуратуре, в службе безопасности. La population a à peu près 32 millions de personnes, dont un demi-million dans l'armée, dans le parquet, la police nationale, etc., etc. Здесь появляюсь я, публикую 72 статьи, и страны нет. Et en ce moment, il y a moi qui surgis, je publie 72 articles et le pays disparaît. Вот, собственно говоря, в 2 словах, что произошло со мной и почему я просидел больше года в украинской тюрьме, из которой я вышел в результате, по сути, обмена между Россией и Украиной. Voilà, ce sont 2 raisons principales pour lesquelles j'ai passé plus d'1 an en prison, d'où je suis sorti en fait suite à un échange de personnes détenues entre la Russie et l'Ukraine. Но, конечно же, я хотел говорить не о своей судьбе, я не хочу ни жаловаться, ни демонстрировать таким образом, что произошло со мной, и как-то поднять уровень своей собственной значимости. Я хотел бы, конечно, говорить о журналистике и о свободе слова. Mais en fait, ce n'est pas de mon sort que je voudrais parler, je suis loin de me plaindre et de me faire la publicité, je voudrais parler avant tout du journalisme et de la liberté d'expression. Очевидно, что в современном мире журналистика получила огромное количество вызовов. Профессиональная журналистика. Il est évident que dans le monde moderne, le journalisme professionnel doit faire face aujourd'hui à un nombre de défis. Это и появление новых видов СМИ, социальные сети, блогеры и так далее.
C'est l'apparition de nouveaux médias, des réseaux sociaux, des blogs, etc., etc. И с моей точки зрения, главное, за счет чего журналистика может удержаться на сегодня на плаву, по-прежнему оставаться востребованной и важной, профессиональная журналистика. Журналистика в тех консервативных, классических СМИ, к которым мы все привыкли. Et à mon avis, qu'est-ce qui pourrait dans cette situation permettre au journalisme professionnel dans le sens conservateur de ce terme, si vous voulez, le journalisme dans des grands médias traditionnels pourrait-il survivre et tenir la concurrence? Это то, что журналисты работают по четким правилам, которые не всегда соблюдают те, кто работает в социальных СМИ, в социальных сетях. Журналисты всегда проверяют факты. C'est le fait que les journalistes professionnels appliquent dans leur travail certaines règles qui sont pour eux universelles. Notamment, ils vérifient toujours les faits dont ils parlent, ce qui n'est pas souvent le cas pour les médias sociaux. Если мы не проверяем факты, у нас всегда есть угроза судебного иска, чего не испытывают или чего нет для тех людей, которые работают в социальных сетях и являются так называемыми блогерами. Si nous ne vérifions pas les faits dont nous parlons, nous sommes toujours sous menace de poursuites judiciaires, ce qui n'est pas toujours le cas pour les médias sociaux, pour les réseaux et pour les blogueurs. И второе, журналисты работают на то, чтобы действительно была площадка, которая позволяла бы смотреть на власть под другим углом, не под тем, которого хочет сама власть. Et encore une chose, les journalistes, ça existe pour donner un terrain d'où on pourrait voir le pouvoir politique sous un autre angle, pas sous l'angle traditionnel sous lequel le pouvoir voudrait être vu. В Украине, которая на протяжении последних 15 лет бурлит и кипит и просто напоминает большой котел, из которого все время летят брызги, две революции за 10 лет, с периодом в 10 лет. L'Ukraine, qui depuis les 15 dernières années est devenue un grand chaudron en évolution permanente, de révolutions en moins de 15 ans. Наличие второй точки зрения, то есть СМИ, которые готовы критиковать те силы, которые пришли к власти, в том числе, с моей точки зрения, нелегитимным путем, как произошло во время второго Майдана в 2014 году. Dans cette situation, l'existence des médias capables d'offrir un point de vue alternatif, avoir une vision critique du pouvoir politique, y compris du pouvoir politique qui était obtenu suite à l'action illégitime, suite à un coup d'État, ce qui était le cas à mon avis en 2014. Это критически важно для страны. И власть, прекрасно понимая, что наличие второй точки зрения будет подрывать определенную легитимность, делает все для того, чтобы таких журналистов было меньше. C'est une chose vraiment cruciale pour le pays et les autorités, conscientes que l'existence d'un point de vue alternatif pourrait torpiller sa légitimité, fera tout pour réduire, pour minimiser le nombre de tels journalistes. И еще очень важный аспект. Те, кто применяет насилие по отношению к журналистам, не всегда могут быть напрямую представителями власти на Украине. Encore une chose, ceux qui font violence contre les journalistes aujourd'hui en Ukraine ne sont pas forcément des représentants du pouvoir. В Украине появилась прослойка, категория людей, которые считают себя активистами, способными решать, что правильно в стране, что неправильно, в том числе путем силы. En Ukraine, il y a aujourd'hui une nouvelle classe sociale, une couche d'ainsi nommés activistes, militants, qui se croient en droit de résoudre, de décider qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est mauvais, qu'est-ce qui est utile pour le pays et qu'est-ce qui est néfaste. За последние 5 лет 6 журналистов убито на Украине. Depuis les 5 dernières années, 6 journalistes ont été tués en Ukraine. И половина уже расследованных убийств демонстрирует то, что убийцами являются вот эти самые радикальные украинские активисты-националисты. Et dans la moitié des cas, les assassins, ce sont effectivement des nationalistes radicaux. Мой коллега Олесь Бузина, которому я предлагал стать главным редактором своего ресурса, погиб в 2015 году. Mon collègue Олесь Бузина, à qui j'ai proposé le poste de rédacteur en chef de notre site, a été tué en 2015. Он был убит активистами радикальной организации Си-14, которые в итоге не просидели в тюрьме и 2 месяцев. Il a été tué, il a été assassiné par des activistes d'une organisation radicale C14 qui
une fois accusés, n'ont même pas passé 2 mois en prison. Потому что вышли на поруки, поскольку за них поручились депутаты украинского парламента. Ils étaient relâchés sous caution des députés du Parlement ukrainien. Вот, собственно говоря, на мой взгляд, главное, что отличает на сегодняшний день, и я вынужден признать в лучшую сторону Францию от Украины, что при общности проблем уровень демократии во Франции позволяет не доходить до крайности в отношении с журналистами. Voilà ce qui fait, à mon avis, la différence principale entre la France et l'Ukraine. Aujourd'hui, le niveau de la démocratie en France permet quand même à ne pas arriver à ces points extrêmes. Я немного знаю о ситуации с журналистами во Франции, тем более, что последние 1,5 года, год и 3 месяца у меня было не так много информации по определенным причинам. Je connais quelque peu la situation des journalistes en France, d'autant plus que ces derniers temps, je n'ai pas eu beaucoup de possibilités d'accéder à l'information, pour des raisons tout à fait compréhensibles. Но я надеюсь, что французских журналистов не арестовывают и не убивают, как это происходит на Украине. Mais j'espère néanmoins que les journalistes français ne sont pas ni arrêtés ni assassinés, comme c'est souvent le cas en Ukraine. И, конечно, я хотел бы поблагодарить своих французских коллег, которые поддержали меня в тюрьме, подписывали письма в мою защиту. Et bien sûr, je voudrais remercier mes collègues français qui m'ont soutenu quand j'étais en prison, qui ont signé des lettres de soutien. Я надеюсь, что журналистское сообщество будет последовательно, и мы сможем также вместе поддержать наших эстонских коллег из эстонского спутника. По крайней мере, мы это стараемся делать не только обсуждая это с политиками, но и в том числе надевая вот эти желтые жилеты. J'espère que les journalistes français resteront conséquents sur cette voie et soutiendront, comme ils m'ont soutenu moi, leurs collègues en Estonie, le soutien que nous exprimons, y compris en portant ces gilets. Mais encore une chose, ce que je trouve un indice extrêmement favorable de la situation avec la liberté des presses est la dernière rencontre du président Poutine avec notre comité, où il a répondu à toutes les questions de ses 54 membres représentant des différents domaines de la vie sociale, économique, industrielle, politique et culturelle. Для меня это было просто шоком, поскольку я могу сравнивать только Украину и Россию, где я работал, где я жил, и, конечно, на Украине такое невозможно в принципе. Pour moi, c'était un vrai choc, puisque je ne peux comparer que l'Ukraine et la Russie, les deux pays où j'ai vécu, où j'ai travaillé. En Ukraine, ce serait absolument impossible. Régis, qui, ça a été dit, est directeur adjoint de Paris Match. D'ailleurs, petite anecdote, nous étions ensemble dans un pays lointain et j'ai pu me rendre compte que la fille du président, dont vous avez écrit une biographie, aime beaucoup Paris Match. Alors peut-être est-ce dû au fait que vous avez été pendant très longtemps le correspondant de Paris Match aux États-Unis, mais en tout cas, je pense que c'est important de le dire à notre auditoire. Dans Régis, évidemment, et nous partageons beaucoup de thèmes communs. Régis revient d'un déplacement au Sahel avec la ministre Florence Parly, aux côtés de nos troupes donc, de l'opération Barkhane. Régis donc, est très familier des zones conflictuelles. Et c'est justement cela qui me permet peut-être de lui tendre une perche. Régis a écrit plusieurs ouvrages remarquables. J'ai en souvenir l'ouvrage qu'il avait écrit sur David Petraeus, l'inventeur, comme vous savez, de la contre-insurrection, dont nous sommes beaucoup influencés, et qui d'une certaine façon a utilisé notre legs aussi pendant la guerre d'Algérie. Je dis cela parce que j'étais en Afghanistan en 2011. Et en 2012, donc, vous avez écrit une biographie remarquable de David Petraeus. David Petraeus, un beau jour dans la vallée du Tigre, où vous avez été encensé par la presse, ou en tout cas une certaine presse. Et puis, quelques années plus tard, vous avez interviewé un personnage, président d'un État souverain, encore souverain, en 2014 et encore récemment en 2019, en novembre 2019, le président Bachar el-Assad. Et là, vous avez été, critiqué pour avoir tendu le micro, pour avoir permis, non pas de défendre sa position, mais juste d'expliquer son positionnement.
La question que j'ai envie de vous poser, Régis, y a-t-il de bonnes ou de mauvaises personnes à interviewer, surtout quand ça va à l'encontre de notre diplomatie officielle? C'est très intéressant que vous rappeliez David Petraeus, puisque je l'ai recontacté récemment, et vous allez un petit peu dans des circonstances assez particulières pour rédiger mon papier sur Rassem Soleimani. Donc le général iranien a été éliminé par une frappe de drone à l'aéroport de Bagdad, j'ai tout de suite pensé à Petraeus parce que Petraeus, donc, que je connais bien, avec qui j'ai gardé des relations absolument amicales, que je vois quand je passe à New York, et on a toujours beaucoup de plaisir à discuter, notamment du général Bijard, qui était un peu son mentor. Donc Petraeus s'est inspiré, c'est partie des militaires intelligents qui s'inspirent des expériences des autres. Et je me suis dit, tiens, je vais l'appeler pour Soleimani, parce que Soleimani, c'était un petit peu son alter ego côté iranien, enfin en tout cas côté chiite, pour essayer de redresser cette situation calamiteuse dans laquelle les États-Unis étaient en Irak. Je parle de la période 2006 à 2010 environ. Voilà. Et Petraeus m'a raconté plein de choses sur Soleimani, qu'ils avaient eu des contacts, évidemment ils étaient ennemis. Mais quand j'ai dit ça à un de mes confrères l'autre jour, il me dit, mais tu parles à Petraeus? Ben, je lui dis bien sûr, et je lui dis c'est quand même intéressant de faire cette démarche, d'aller voir les deux camps. Et il semble malheureusement qu'on soit arrivé dans une époque où parler aux deux camps est un problème. N'est pas un problème en soi, parce que quand on réfléchit, et ce confrère m'a dit, ah bah oui, évidemment, Petraeus ayant la charge de l'Irak et Soleimani, en gros la charge des chiites d'Irak qui entretenaient des rapports un peu particuliers avec la puissance occupante américaine, parfois lui faisant la guerre, parfois faisant des traités, bref. Je ne vais pas rentrer dans la complexité du conflit irakien, mais en tout cas, c'était des personnages clés. Et avoir l'avis d'un côté de mes sources iraniennes sur le portrait, pour pouvoir faire un portrait de ce général qui est quand même celui qui a véritablement créé l'arc chiite après la guerre Iran-Irak jusqu'à son assassinat, voilà. D'avoir le point de vue adverse, ça m'intéressait, et surtout quand on est avec une personne comme David Petraeus. Je dis ça parce que ma démarche a toujours été, justement, je suis toujours parti du point de vue qu'un journaliste, il n'y a pas d'endroit au monde où un journaliste ne doit pas aller. Voilà. Si on commence à faire ce métier en se disant oh là là, c'est absolument impossible d'aller interviewer Kim Jong-un, ou d'aller en Corée du Nord, je prends la Corée du Nord parce que c'est l'exemple ultime du pays clos dans lequel on ne peut pas aller. Je pense que même un voyage touristique, entre guillemets, ou très accompagné, puisque visiblement il n'y a que ça de possible en Corée du Nord, reste intéressant. Pourquoi ça reste intéressant ? Pas parce qu'on va se faire prendre au piège de la propagande, et la propagande elle existe dans tous les pays, hein. On en a parlé avec l'Ukraine, on peut en parler avec les États-Unis, on peut en parler avec la Russie également. Il y a toujours une vérité officielle, il y a toujours une volonté de la part des autorités, à travers, André l'a très bien décrit, une sorte de volonté d'intervenir. Aujourd'hui, je rajouterais par rapport à ce qu'a dit André et ce qui a été dit ce soir, l'influence auquel on ne pense pas forcément, des think tanks. Les think tanks sont des gens qui, en fonction de leur obédience, en fonction de qui les paye, vont orienter la narration d'une histoire. C'est important, je fais un petit aparté sur les think tanks. Regardez l'ensemble des révolutions que vous avez dans le monde aujourd'hui. Dans la culture journalistique dominante en Occident, vous pouvez être traité, vous faites la même chose, hein, c'est-à-dire vous prenez des pierres, vous allez dans la rue, vous êtes gilet jaune ou au Chili, en Bolivie, à Barcelone ou à Hong Kong, de peaceful demonstrator, c'est-à-dire attaqué par, voilà, ça c'était le cas
Hong Kong, et puis on s'est aperçu qu'ils étaient quand même pas très peaceful non plus, mais suivant que vous êtes dans le camp américain, ou aligné en gros au camp américain, eh bien, et puis de l'autre côté, vous allez être traité de rioters. Ça, c'était le cas de la Bolivie. Non, de la Bolivie, c'était bon, mais le pays qui allait pas dans le sens américain, lui, la narration changeait. Et ça, voilà, Venezuela, par exemple, où tout à coup, voilà, vous êtes soit du côté du bon ou du côté moins bon. Et on se rend compte que ces grosses ficelles, eh bien, elles sont suivies par le New York Times, elles sont suivies par Le Monde. Il y a, je regardais ce soir on va faire le lien un peu avec la Syrie, un article qui avait sur la province d'Idlib, la dernière province tenue par les rebelles. Moi, j'utilise le terme rebelle, mais bon, voilà, par les groupes armés, en tout cas de l'opposition. La narration reste la même, c'est-à-dire l'avancée de l'armée syrienne dans la province d'Idlib, notamment les 2 derniers jours, est qualifiée évidemment d'une sorte de bombardement permanent. On a l'impression que voilà, c'est toujours les sauvages qui font la guerre. Et puis, de l'autre côté, il n'y a que des hôpitaux bombardés, il n'y a que des civils qui fuient. Et puis, quand on sait que cette province est contrôlée quasiment à 100% par un groupe qui s'appelle Hayat Tahrir al-Sham, qui est l'ex-émanation du Front al-Nusra, donc proche d'Al-Qaïda, et qu'il se trouve parmi les 30 000 djihadistes qui contrôlent, 30 ou 50 000 djihadistes qui contrôlent cette province, des groupes comme le parti islamique du Turkestan, qui sont les Ouïghours, donc des fanatiques donc chinois, on dira, et puis d'autres groupes comme notamment un groupe français, le groupe de la Katiba d'Omar Homsen, qui est un niçois, qui a son groupe proche d'Al-Qaïda, pas de l'État islamique, mais qui sévit là-bas. Voilà, ces gens-là n'apparaissent jamais dans ce genre de papier. Ce n'est que toujours l'éternelle agression permanente de la part de l'armée syrienne et évidemment derrière de Bachar el-Assad, dont on entend d'ailleurs toujours les mêmes choses. Si vous réalisez, oui, il est coupable. La narration autour de Bachar el-Assad, c'est il bombarde son peuple, il tue son peuple, sa population. Et en général arrive un chiffre à côté, qui est le chiffre de 400 ou 500 000 morts depuis le début de la guerre en Syrie. Effectivement, il y a eu 400 000 ou pas loin de 500 000 morts depuis le début de la guerre en Syrie. Mais quand vous regardez les faits de cette guerre, qu'on pourrait analyser pareil que l'Irak, je ne vais pas rentrer dans les détails de la guerre et dans les raisons qui ont conduit à ce conflit, mais sur ces 500 000 morts globalement, vous en avez environ 130 ou 150 000 qui sont des soldats syriens gouvernementaux. Vous avez à peu près le même nombre qui sont des combattants rebelles, donc qui ont accepté cette lutte armée. Et puis le reste, effectivement, ce sont des civils qui ont été bombardés, qui ont été également par les rebelles aussi maltraités ou exterminés, etc., en fonction de leur origine ethnique. Je parle des Alaouites ou de certains chrétiens également. Donc finalement, cet ensemble, dire Bachar el-Assad a tué 500 000 personnes, bah, c'est juste faux. Mais vous ne l'entendez jamais. Vous n'entendez jamais l'analyse fine et réelle de ce bilan, tout simplement, des morts syriens. Voilà. Ensuite, vous avez les déplacés. C'est la même chose. Vous allez voir pourquoi. Il y a environ 5 millions de Syriens à l'extérieur de la Syrie aujourd'hui. 3 millions en Turquie, environ 1 million, peut-être un peu moins maintenant, en Jordanie, environ 1 million au Liban, voilà, et puis le reste en Allemagne et un peu en Europe. En France, il n'y en a pratiquement pas. Hein. On joue toujours les généreux avec les Syriens, on est toujours plein de compassion vis-à-vis du drame épouvantable qui a ensanglanté ce pays, mais on n'accueille pas de Syriens, ou pratiquement. Faut le noter. 5 millions sont à l'extérieur. En réalité, les déplacés à cause de ce conflit, il y a aussi à l'intérieur de la Syrie ceux qu'on appelle des déplacés. On ne les appelle pas des réfugiés, on les appelle des déplacés de l'intérieur.
Ceux-là, vous en entendez jamais parler. Ils sont du côté de Bachar el-Assad. Ils sont pourtant au nombre de 6 millions. Donc vous avez plus de gens qui ont été déplacés à l'intérieur de la Syrie que de gens qui ont quitté la Syrie. Tout ça, mis à part, ça veut dire que si vous additionnez, entre parenthèses, ça donne quand même une idée de l'ampleur du drame syrien. Si vous additionnez ces 6 millions aux 5 millions de l'extérieur, ça fait 11 millions de personnes qui ont quitté leur maison ou qui n'ont plus de toit, ou en tout cas qui ne sont plus chez eux. Sur une population de 23 millions d'habitants, vous avez à peu près un Syrien sur 2 aujourd'hui qui ne vit plus chez lui. Voilà, c'est quand même, d'aller en Syrie, ça permet aussi de s'apercevoir de ce type de réalité totalement ignorée de la narration dont j'ai expliqué tout à l'heure, narration qui est elle-même induite par un discours qu'on continue à entendre. Alors, pour revenir sur les interviews de Bachar el-Assad, d'abord, j'ai interviewé 2 fois, et puis j'ai eu l'occasion aussi de le rencontrer une autre fois en off et de discuter avec lui, sans que ce soit enregistré ni que ça donne lieu à une quelconque, je dirais, à part le livre que j'ai écrit évidemment sur lui. La première fois, j'ai été surpris. J'ai été surpris parce que, avec les critères qui étaient les miens, toujours de parler à tous les camps, j'ai interviewé dans ma carrière, avant d'interviewer Bachar el-Assad, George Bush à la Maison-Blanche, Barack Obama, voilà, un certain nombre de leaders internationaux, plus américains d'ailleurs que français et autres, mais enfin bon, j'ai fait Moucharaf, j'ai fait plein de leaders internationaux. Je n'avais jamais imaginé que de faire mon métier pouvait m'attirer autant d'emmerdes. Enfin, m'attirer autant d'emmerdes, c'est-à-dire d'être véritablement l'objet d'une cabale. J'ai eu le droit, cette interview d'Assad, qui était une interview qui était absolument pas complaisante. Je lui ai posé la question de savoir s'il avait peur de finir comme Saddam Hussein ou comme Kadhafi. Je lui ai quand même dit, vous bombardez les populations civiles, pourquoi continuer à traiter de terroristes tous les gens qui s'opposent à vous? Est-ce que les 3 millions de Syriens à l'époque de ma première interview sont tous des terroristes? Enfin bref, j'ai essayé de le confronter sur un certain nombre de points, donc j'ai fait mon boulot. Les questions étaient, d'ailleurs à l'international, cette interview a été très bien reçue, ce qui est quand même intéressant aussi dans la façon dont la France, juge, ou en tout cas sur un certain état de certains de nos confrères vis-à-vis justement de ce type d'interview. Donc, à l'international, l'intérêt d'interviewer Assad, à cette époque-là, je parle de novembre 2014, c'était la première interview qu'il donnait depuis l'émergence de l'État islamique. Il bombardait l'État islamique, la coalition bombardait l'État islamique. C'était quand même intéressant de lui poser la question de savoir comment ça se passait quand ces avions allaient bombarder Raqqa et quand les avions de la coalition allaient bombarder Raqqa aussi. Donc il y avait quand même des choses et puis sur sa responsabilité dans le conflit. Enfin bref, tout a été. J'ai eu le droit à 3 articles dans Le Monde. 3 articles, le premier disant que ça n'avait aucun intérêt, je ne citerai pas l'auteur de l'article, mais ça n'avait aucun intérêt d'aller interviewer Bachar el-Assad, qu'il ressortait son habituel... Bon, bref, ça transpirait la jalousie, évidemment, parce que c'est toujours, et André connaît ça aussi avec son interview de Donald Trump, c'est-à-dire que il faut... Le Monde, si vous voulez, c'est... vous faites une interview, on vous donne une leçon de journaliste comme quoi il ne fallait pas la faire. Par contre, quand eux font un scoop ou une interview, alors là, il faut dire c'est merveilleux, c'est fantastique, etc. Deuxième papier du même auteur, alors critiquant plus le fond maintenant. Au début, il ne fallait pas du tout y aller. Et un troisième papier où ils avaient fait appel à Jean-Noël Jeannet, donc un historien, qui comparait mon interview à l'interview de Bertrand Jouvenel d'Hitler en 1936. Alors, là, on a fait un droit de réponse, parce qu'on a dit, c'est pas possible, quoi. On peut pas rester laisser dire ça
non pas que il fallait pas interviewer Hitler, hein. Moi j'ai dit d'ailleurs sur l'antenne d'Europe 1 il y a pas longtemps que si on m'avait donné l'occasion d'aller interviewer Staline ou Hitler pendant la bataille de Stalingrad ou dans des moments historiques comme ça, j'y serais allé, évidemment. Et quel journaliste n'y serait pas allé? Voilà, c'est ça qu'il faut préciser. Mais pour ce qui revient d'Assad, donc ça c'était le premier truc, tollé, campagne, troll sur Twitter, enfin bref, je deviens désigné ami d'Assad. Ce qui m'a toujours paru complètement incroyable, parce que si demain j'allais interviewer Kim Jong-un, est-ce que de facto je deviendrais un pro Kim Jong-un? Enfin, voilà. Donc visiblement j'ai compris que l'interview du pire ennemi du ministre des Affaires étrangères de l'époque, en l'occurrence Laurent Fabius, dans Paris Match, évidemment, ça a fait grincer des dents, et c'est surtout ça qui posait problème à la base. Deuxième interview que je fais 5 ans après de Bachar el-Assad, donc en novembre dernier, et là il m'arrive une chose assez intéressante et un peu étrange, enfin, c'est que je fais cette interview 5 ans jour pour jour. La justification de la demander là et qu'elle soit acceptée, c'est que là, on est sur une situation de terrain, je parlais d'Idlib tout à l'heure, où, il ne fait absolument plus aucun doute que Bachar el-Assad a gagné cette guerre. Pour quelqu'un qui, en 2011, à qui Alain Juppé ne donnait que quelques semaines au pouvoir, on peut quand même reconnaître globalement que la diplomatie française et plus largement les autorités françaises se sont quand même trompées sur le devenir de la Syrie et sur tout ce qui s'est passé. Ça mis à part, je fais cette interview 5 ans jour pour jour pour essayer de comprendre en quoi Assad avait changé, en quoi il avait gagné la guerre, s'il reconnaissait que ses amis russes étaient venus à son secours et que sans eux, il aurait probablement abdiqué ou serait disparu aujourd'hui. Je parlais des Iraniens également, enfin, ces deux alliés principaux. Donc il y avait quand même un certain nombre de questions. Et il y avait une question essentielle au niveau d'Assad, au vu des développements des 6 derniers mois. Lorsque les Américains, en octobre dernier, décident, sur le coup d'un tweet qui a surpris tous les alliés, etc., de se retirer du théâtre syrien. Donald Trump annonce « Nous quittons la Syrie ». Depuis, on sait que c'est arrangé avec Erdogan, c'est un peu un signal pour que Erdogan commence à confectionner sa ceinture arabe sunnite qui va au sud de sa frontière pour empêcher les Kurdes d'être là. Et finalement, c'est ce qu'il veut. Il a besoin de sa bande de terre. Poutine lui a accordé de 100 km sur 20 km pour pouvoir réinstaller des réfugiés syriens. Afrin, il l'a pris. Enfin, pour ceux qui sont... Je vais pas aller dans tous les détails si vous voulez, mais il a fait en gros sa zone de confort. Et c'est Trump qui lui a permis ça en disant... on va se retirer. Puis finalement, les Américains ne sont pas tout à fait retirés. Mais globalement, ils ont quand même permis aux Syriens, avec les Russes, de reprendre un certain nombre de positions aux frontières. Et aujourd'hui, l'armée syrienne, elle est quand même à Kobané, ce qui est quand même un symbole incroyable de la lutte contre Daesh et des Kurdes. Mais l'armée syrienne contrôle Kobané, donc elle est vraiment à la frontière turque. Donc, si vous voulez, globalement, même si tout n'est pas terminé, mais on s'achemine vers un retour progressif de ce nord-est particulier de Kurdes qu'on a souvent tendance à fantasmer comme étant une sorte d'État indépendant, etc., mais qui en réalité sont des Syriens, et eux-mêmes le reconnaissent. Ils n'ont jamais d'ailleurs professé des velléités d'indépendance, sachant très bien que les Kurdes irakiens qui ont eu l'audace de tenir un référendum se sont vus tout à coup confisquer leur administration par Bagdad, qui est réintervenue immédiatement. Donc les Kurdes syriens savaient très bien, même s'ils ils militent évidemment pour la nation kurde, ils militent pour qu'ils pourraient s'arranger peut-être un jour avec l'État syrien dans le cadre d'un retour dans ce giron. Je pose la question à Assad. Vous êtes de retour au nord-est de la Syrie. En tant qu'État syrien, vous allez récupérer les fonctions régaliennes et en particulier l'administration des prisons. Or, dans ces prisons se trouvent aujourd'hui 400 djihadistes français
ayant combattu aux côtés de Daesh, pour l'essentiel des femmes et des adolescents avec des bébés, etc., mais aussi environ 80 djihadistes confirmés, dont certains ont des liens avec les attentats qui ont été perpétrés en France en 2015. Donc, je lui ai dit, qu'est-ce que vous allez faire de ces djihadistes? Et Assad m'a répondu très clairement, je vais les juger, ils seront jugés par la loi syrienne, par un tribunal spécial antiterroriste, donc ils seront jugés en Syrie. Je lui dis, vous n'avez pas l'intention de faire comme Erdogan, de les renvoyer en France. Absolument pas. Erdogan fait du chantage à l'Europe, ce n'est pas du tout ce que nous ferons, etc., etc. Le 17 octobre dernier, Jean-Yves Le Drian, au moment où Assad remonte dans le nord et les Turcs descendent pour occuper leur zone, grosse panique au niveau du gouvernement français. On ne veut pas voir les djihadistes français, nos djihadistes se retrouvent dans la nature. Le Drian va à Bagdad et demande à Bagdad de juger les djihadistes français. Vous savez qu'il y en a 11 en ce moment qui sont condamnés à mort et qui attendent la sentence. Enfin, ils ont l'exécution de la sentence, mais disons que c'est en appel. La loi, pour faire une petite parenthèse, ce qu'on souhaite, nous, pour nos djihadistes, officiellement, c'est que l'Irak les juge. Quand l'Irak les juge, c'est... ça dure en gros 15 à 20 minutes, le procès. En général, c'est peine de mort à la fin. Et possibilité d'appel, 30 jours, si la peine est confirmée, exécution de la sentence par pendaison. Voilà. Ça, c'est la loi irakienne. Donc, voilà ce que Le Drian vient demander à nos pires djihadistes, c'est-à-dire il demande aux Irakiens de transférer à nouveau, pour pouvoir les juger. Les Irakiens disent, pas question, nous jugerons nos djihadistes, mais nous n'allons pas juger de djihadistes étrangers. Donc on a ces 400 djihadistes, vous allez voir, c'est important, et Assad me dit, je vais les juger, moi. Bon, c'est quand même une information assez intéressante, je trouve, d'un point de vue... Voilà. L'interview paraît, bon, elle est reprise dans un certain nombre de médias, et j'apprends, juste avant l'interview, le mercredi, l'AFP, donc l'agence France Presse, à Paris, nous demande une copie de l'interview pour pouvoir en faire un papier le lendemain. Je dis, bien sûr, il n'y a pas de problème, donc on envoie un truc. Le lendemain, pas de reprise à l'AFP, rien du tout. Bon, je suis quand même un peu surpris parce que l'article est commenté un peu à droite à gauche, et j'apprends qu'en fait l'interview a fait l'objet d'une décision que j'appelle de la censure pour moi, de la part du bureau de Beyrouth d'AFP, qui a décidé de ne pas du tout commenter cette interview de Bachar el-Assad. Alors, qu'on décide que Bachar el-Assad sent mauvais, que c'est un criminel, etc., ça c'est un point de vue. Que décide de ne pas en parler, que le monde, cette fois-ci, décide de faire le blackout, ça me pose aucun problème. C'est leur point de vue, c'est pas le mien. Mais l'AFP, c'est quand même votre argent, c'est le mien. Il s'agit d'une question, particulièrement cette question-là. Le reste, t'as gagné la guerre, pas gagné la guerre, t'es allié des Russes. Enfin bref, tout ce qui a pu être traité pouvait être, à mon sens, très intéressant, mais pouvait être mis. Mais sur cette question-là, il y a une affaire de sécurité nationale. On est quand même sur un point capital, c'est-à-dire quand Assad vous dit je vais juger et je ne les expulserai pas, c'est quand même ce que souhaitent 80% des Français, même plus. Alors, j'en ai déduit que le Quai d'Orsay, qui sans doute a fait pression sur l'AFP pour que cette interview ne voit pas le jour. Le Quai d'Orsay reste toujours, vous savez, à époque soviétique. C'est-à-dire les Russes... D'ailleurs, c'est pour ça qu'on s'est complètement gouré en partie. On n'a pas vu le retour de la Russie sur la scène internationale. En tout cas, nos diplomates ne l'ont pas envisagé comme tel et considèrent toujours qu'on est à une époque où la Russie ne peut qu'apporter des problèmes et aucune solution. Or, pour la réalité, c'est que on voit bien que la Russie, avec son approche non idéologique
de ces conflits est arrivé à des résultats bien plus importants que toute coalition France, États-Unis confondus sur le théâtre du Moyen-Orient. Donc voilà, j'ai cet exemple-là de l'AFP qui m'a beaucoup marqué parce que je me dis, voilà, donc ça veut dire qu'il y a des mecs qui décident pour les Français de parler d'une interview ou de pas en parler. Enfin, justement, théoriquement, l'AFP, pour moi, c'est un gage de neutralité, c'est un gage d'informations qui sont prégnantes et importantes pour les Français. Celle-là en particulier, sur la question du djihad, sur la question du retour de nos volontaires chez Daesh, me paraissait fondamentale. Elle n'a pas été relayée pour l'ensemble des Français. Voilà. C'est un exemple, je dirais, d'une sorte de tentation qui peut exister et qui existe parfois, donc dans nos démocraties occidentales, de passer sous silence ou de ne pas. Voilà. Je voulais juste vous expliquer, vous témoigner de cet exemple précis qui m'est arrivé récemment. Encore une fois, ça a été largement dit. Nous, on risque pas d'être interpellés à 6h du matin, et tant mieux. Et on vit quand même dans un pays, heureusement, où on peut dire des choses, où on peut critiquer le gouvernement, où on peut, voilà, et tant mieux. Voilà, merci. Un journaliste de l'Associated Press avait osé faire une interview de Pol Pot en 1998. Il fut encensé à l'époque par les médias en disant il a eu le courage de le faire. Et nous en sommes peut-être un peu loin, donc merci de le rappeler. Et puis je fais une aparté et une digression par rapport à ce que Régis a dit. Il se trouve que moi-même j'appartiens à un think tank. Il y a des think tanks qui sont plus indépendants que d'autres. Il y a des think tanks qui sont iconoclastes et qui ont le courage aussi de sortir des sentiers battus et d'interroger. Par contre, ce que dit Régis est particulièrement vrai. Je vous incite à revoir le film Vice, où l'on voit bien l'interconnexion Dick Cheney, l'épouse de Dick Cheney, qui bascule de l'autre côté, théoriquement, en participant à l'élaboration de la politique étrangère et la politique qui va structurer l'arrivée au pouvoir de George Bush à travers sa participation à l'Institute of American Enterprise, qui est le think tank qui porte les présidents. Ce fut le cas il y a une dizaine d'années, et c'est encore le cas par rapport à Donald Trump. Merci d'avoir rappelé ça. J'ai une dernière anecdote. Moi, j'ai beaucoup apprécié un certain nombre de débats où Régis rappelait, je ne citerai ni le débat, ni le média, et évidemment ni ses contradicteurs. Mais Régis avait raison de dire, vous pouvez dire tout ce que vous voulez, mais si vous n'êtes pas allé à Idlib, et si vous n'avez pas cette connaissance de terrain, ne parlez pas de l'extérieur. Même si vous avez été ambassadeur dans ce pays, ou même si vous avez cette expertise académique. Et je crois que c'est important, et il faut s'honorer que les journalistes, même si c'est dangereux, et parce que c'est dangereux, même s'ils ont en face d'eux des gens qui ne leur sont pas favorables, doivent rendre compte. Le métier de journaliste est de rendre compte et de nous permettre de comparer évidemment toutes les positions. Quand on va quelque part, quand on a la possibilité d'y aller, quand on recherche à y aller et qu'on y va, on ne va pas tout savoir. On ne va pas tout savoir. On peut passer des mois dans un pays sans connaître tout. Mais on en connaît peut-être un petit peu plus que si on reste derrière son ordinateur à retweeter des choses écrites par les autres. Et le problème aujourd'hui, justement, c'est ce déficit de terrain, ce déficit d'expérience qui j'étais venu parler ici d'un sujet que j'ai fait sur les rebelles de la Ghouta en avril 2018, où j'avais eu l'occasion, tout en étant dans le camp gouvernemental, d'interroger des jeunes rebelles qui quittaient la Ghouta, qui étaient d'un groupe qui s'appelait Fela Kahraman, et qui avaient décidé de continuer le combat à Idlib. Donc ils m'ont parlé pendant 3 heures avec... ils n'étaient pas forcés, ils se soumettaient pas au camp gouvernemental. Donc j'ai fait un papier. À Damas, ils n'ont pas tellement apprécié mon papier. Voilà. Mais voilà, j'ai eu l'occasion de témoigner. Ils me racontaient leur expérience de la Ghouta. Là, c'est intéressant, quoi. Ça devient fabuleux. C'est peut-être un des moments où en Syrie,
j'ai vu des soldats syriens discuter avec des jeunes rebelles. C'était peut-être un des rares moments où j'ai vu des signes de paix dans ce pays. Mais c'était fabuleusement intéressant. Et quand on a cette opportunité de le faire, parce qu'on se trouve à un moment où parfois on ne devrait pas être, souvent dans tous les systèmes, il y a toujours des moments où vous allez être... et puis là, vous saisissez l'opportunité et ça vous donne un papier fabuleux qui est clair sur cet épisode de la guerre qui a été la fin de la Ruta orientale à Damas. Вообще, в широком понимании этого слова, мы говорили о конкретной проблеме, у нас были желтые жилеты, мы пришли для этого. Très franchement, nous n'avons pas parlé de la liberté d'expression en Europe en général. Nous sommes venus avec nos problèmes bien concrets. Nous avons porté les mêmes gilets jaunes. Nous sommes venus pour en parler. Но я должен сказать, что я испытываю огромное уважение к Дезиру за его позицию, в том числе и по эстонскому спутнику. Похоже, на сегодняшний день это единственный человек из официальных спикеров, отреагировавший так, как мы этого ждали, что он вступится за корпоративную солидарность и за права журналистов. Mais très franchement, j'ai beaucoup d'estime pour Harlem Désir, auquel je suis extrêmement reconnaissant. Je crois qu'à l'étape actuelle, c'est la seule personnalité officielle qui est intervenue au soutien de Sputnik Estonie, qui a fait preuve d'une solidarité de corporation, le soutien entre les journalistes. Я не знаю, определяется ли такая его быстрая реакция тем, что он француз, и у него в жилах течет французская кровь. Je ne sais pas si cette réaction, d'autant plus si rapide, est conditionnée par le fait qu'il est français et dont il a du sang français dans les veines. И значит ли это, что Дуня Миятович, которая является по национальности, по-моему, хорваткой, отреагирует как-то по-другому, поскольку у нас пока нет ее заявления, есть только обещание разобраться в ситуации? Et si cela veut dire que Madame Mijatović, qui elle est croate, sauf erreur de ma part, réagira autrement. Pour l'instant, nous n'avons que sa promesse d'examiner la situation et donner une réaction appropriée. Но мы надеемся, что вот тот самый ветер свободы, ветер свободы, равенства и братства, который мы сегодня вдохнули в Париже, Mais nous espérons bien pourtant que ce vent de liberté, égalité et fraternité dont nous avons goûté aujourd'hui à Paris поможет нам завтра достучаться до репортеров без границ, с руководителем их офиса мы будем разговаривать, я надеюсь, будем разговаривать завтра. Nous aidera à porter nos préoccupations aux oreilles de représentants des Reporters sans frontières que nous devons rencontrer demain. Поскольку пока, если говорить об общей картине, нам кажется, что журналистское сообщество и официальные лица Европейского Союза, а Эстония страна, член Евросоюза, Puisque pour l'instant, nous avons l'impression que la communauté journaliste ainsi que les représentants officiels de l'Union européenne, dont l'Estonie est pays membre, реагируют не так быстро и не так ярко, как того мы ждали. réagissent beaucoup moins lentement et beaucoup... Pardon ? Oui, plus lentement et pas assez, d'une manière pas assez efficace que nous l'espérions. Но мы не теряем надежды. Mais nous restons optimistes. У меня сложилось ощущение, что у комиссара не полная информация по ситуации со «Спутник Эстония». Au moins moi, j'ai eu l'impression que Madame le commissaire n'était pas complètement informée de la situation de Sputnik Estonie. Поэтому она задавала мне дополнительные вопросы, Il m'a posé beaucoup de questions supplémentaires, на которые я, безусловно, ответила. auxquelles j'ai bien sûr donné des réponses. Это и было моей целью поездки в ПАСЕ, чтобы донести максимальную информацию по ситуации вокруг «Спутник Эстония». Cette rencontre était d'ailleurs l'objectif de mon voyage à Strasbourg, à la PCE, pour porter le maximum d'informations sur la situation actuelle de notre agence à la connaissance de Madame Mijatović. Вы, как журналисты, знаете, что самый главный источник – это первый источник. Vous, en tant que journaliste, vous connaissez bien que la source la plus importante et la plus fiable, c'est la source primaire. Поэтому я и продолжу лично ездить и выступать на всех площадках. Donc je continuerai ces voyages à Strasbourg pour intervenir partout où je pourrais le faire.
Ну, и мне остается только надеяться. Точнее, надеяться остается 35 человекам и их семьям. Et il ne me reste que garder l'espoir. Peut-être pas seulement à moi, mais aussi à 35 personnes de nos collaborateurs et à leurs familles. Une attitude hostile à la Russie. Moi, j'ai répondu un petit peu tout à l'heure. Je pense que, d'abord en France, pour parler revenir, excuse-moi, sur les think tanks, c'est que il y a un certain nombre de personnes qui sont dans les appareils gouvernementaux et qui ont un prisme évident atlantiste, et ce depuis très longtemps. Je ne vais pas citer les personnes parce que c'est pas, mais qui préparent évidemment la narration pour les gouvernants, qui considèrent globalement, au niveau de certaines administrations et du Quai d'Orsay en particulier, que la Russie est un adversaire. C'est-à-dire sans tenir compte finalement de l'évolution. Je disais tout à l'heure, en fait, je plagiais mon camarade Fabrice Balanche, qui disait justement sur le dossier syrien et sur le Moyen-Orient, on a été surpris, nous en France, par la réémergence de la Russie sur la scène internationale. Et je pense que cette attitude qui considère à systématiquement envisager la Russie comme quelqu'un avec qui on ne peut pas s'entendre, elle est essentiellement liée à ça, au fait qu'on a cette vieille idée de la Russie issue de Alors, en France, avec un bémol, hein, je pense que c'est pire aux États-Unis, parce que aux États-Unis, il y a quasiment, chez certains hommes politiques, presque une nostalgie de la guerre froide. Je me souviens d'ailleurs que même au niveau des journalistes, une consoeur du Wall Street Journal avait posé la question à Vladimir Poutine de savoir si il considérait qu'on était revenu dans un contexte de guerre froide, et Poutine lui avait répondu en lui donnant deux chiffres, le chiffre du budget de la défense américain qui est de 716 milliards de dollars et le chiffre du budget de la défense russe qui est de 46 milliards de dollars. Et il dit voilà, quand vous avez ces deux chiffres, vous comprenez bien qu'on n'est pas revenu à la guerre froide. On n'est pas sur un pied, il n'y a pas deux grandes puissances, c'est pas pareil. Voilà, je pense que ce travail de prise en compte des nouveaux éléments et des nouvelles dynamiques du monde, hein, on ne va pas toutes les analyser là, mais on en a parlé tout à l'heure avec notamment ce que disait André sur la construction de l'opinion, les multiples sources d'informations qui peuvent exister, etc. Font que voilà, il y a des traces d'une sorte d'hostilité. On essaye regarder toutes les difficultés. Alors, toujours la question de savoir s'il le veut vraiment, mais les déclarations d'Emmanuel Macron à l'égard de la Russie ont été encourageantes. Malheureusement, à plein de niveaux, elles ne se sont pas transformées en... moi, j'ai eu l'occasion de parler à Florence Parly, justement, la semaine dernière, c'était un off qu'on avait sur la question de la Russie, et Florence Parly me disait que elle était allée à Moscou sur ordre du président avec Jean-Yves Le Drian, mais on semblait que c'était parce qu'ils font partie du gouvernement et que c'était pas de gaieté de cœur. Moi, je pense que pour moi, si j'avais été ministre de la Défense française aujourd'hui, d'aller à Moscou avec l'idée de travailler à un rapprochement, hein, qui ne veut pas dire s'aligner sur la Russie, mais qui veut dire avoir au moins un dialogue direct, je trouvais ça fabuleusement intéressant dans le contexte actuel. Et au vu de ce que la Russie, la façon dont la Russie pèse sur les événements internationaux, en particulier de la Libye, qui est un des dossiers qui nous concerne à premier lieu, puisque là, on n'est plus dans le djihadiste de la zone syro-irakienne un peu éloignée, mais on est juste à même pas 500 km de nos frontières maritimes. Donc,
donc là, il y a quelque chose, il y a un véritable effort international à faire sur la Libye. Il est fait imparfaitement. Souhaitons que ce qu'Emmanuel Macron a voulu puisse se transformer en politique, mais il faudra débarrasser certaines chancelleries d'un certain nombre d'individus qui ont fait leur beurre, justement, et je ne les citerai pas. Voilà ma conclusion, quoi. Ou en tout cas, il faudra que ces individus aient moins d'emprise qu'ils en ont actuellement. Voilà. Je veux juste ajouter un petit quelque chose. À l'Assemblée Générale du Dialogue Franco-Russe, il y a quelques années, Jean-Pierre Chevènement a dit une phrase, je pense que c'était à l'Assemblée Générale du Dialogue. Il y a une certaine élite française qui peut être effectivement russophobe, mais le peuple français est russophile. Et c'est ça ce qui est le plus important. Et après, le mot russophobie, moi en tant que russe, je l'aime pas ce mot, puisque ça impacte une certaine victimisation. Et ça, c'est niette. On est fiers de ce qu'on est, tous, les Français et les Russes, et on est là pour discuter ensemble. Néanmoins, je précise, en complément de ce qu'a dit Régis, que le réalisme nous oblige quand même à prendre en compte ce qu'on appelle l'état profond, et cet état profond existe, et ce n'est pas un état profond conjoncturel, c'est un état profond structurel. Dans le monde des think tanks, au niveau de la diplomatie, le néoconservatisme que l'on peut trouver dans tous les États, finalement, vise à ostraciser et avoir la même lecture sur un certain nombre de pays. On ne considère l'Iran qu'à travers le prisme de la prolifération, et non pas une capacité de dialogue stratégique. On considère des États avec lesquels nous sommes en guerre comme des États avec lesquels il ne peut pas y avoir une reconstruction ou une recomposition. Et je crois que le président Emmanuel Macron, dans ses mots, a raison. Par contre, tant qu'il n'aura pas changé les éléments qui font la politique, c'est-à-dire le directeur des affaires politiques au niveau du ministère des Affaires étrangères, je ne donne pas de nom, le directeur du désarmement au niveau du ministère des Affaires étrangères, le secrétaire général de la Défense et de la Sécurité nationale, le directeur général des relations internationales et stratégiques, la DGRIS, ou le président ou le directeur de l'IRSEM, on ne va pas aller très très loin. Et je précise, et ce sera quasiment mon dernier mot, que moi aussi j'ai en tête cette image assez singulière où Sergueï Shoïgu et Sergueï Lavrov accueillent Jean-Yves Le Drian et Florence Parly, et on sent bien qu'ils y sont un petit peu contraints et forcés. À Berlin, il y a eu la même scène. Au moment où Emmanuel Macron s'entretient en aparté avec Vladimir Poutine, on voit bien que Jean-Yves Le Drian regarde ça avec beaucoup de circonspection. Donc, soyons, encore une fois, très, très modestes. Le président a raison d'avoir dit tout ce qu'il a dit. Il a eu raison de le dire devant les ambassadeurs. Il fallait voir la perception des ambassadeurs quand il le disait. Et ça, je crains que ça nous remet un petit peu en arrière. Alors, je voudrais juste rajouter juste un élément en conclusion, c'est que ce rapprochement franco-russe, il me paraît essentiel, enfin en tout cas il paraît essentiel pour moi qu'il soit posé comme possibilité ou comme axe d'évolution justement de la France, mais au-delà de l'Europe, d'autant que l'allié américain est devenu extrêmement difficile à déchiffrer, avec des volte-face qui sont liés à l'activité numérique de Donald Trump certaines nuits, où une politique peut être complètement mise en brèche parce que voilà, Trump a décidé tout à coup de changer, voilà, et ça devrait forcer les Français, en tout cas les Européens, même si Trump, on l'a vu avec le cas iranien il n'y a pas longtemps, a des capacités de peser sur nos économies avec des principes de sanctions tarifaires qu'il est prêt à appliquer. Parce que l'avantage avec Trump, c'est que le visage un peu angélique américain des défenseurs de la liberté, etc., qu'on avait vécu au moment de la guerre en Irak, par exemple, c'était le gift of freedom, la democracy, etc., etc. Bon, tout ça, ça nous avait été vendu. L'avantage de Trump, c'est que on sait très bien que lui, il s'en fiche. C'est pas pour ça. Il y est pour les intérêts américains. Il n'est pas forcément un président belliqueux, mais voilà, il défend les intérêts américains en premier. Et ça, on ne peut pas lui reprocher. Hein. C'est une promesse qu'il a faite à son électorat. Il la tient. Et son électorat le lui rend bien, puisque ses chiffres de popularité aujourd'hui sont quand même assez exceptionnels quand on regarde un certain nombre de conneries qu'il a faites à côté. Mais pour cette raison-là, je pense, ayant un allié moins fidèle,
ou un allié qui protège ses intérêts qui ne sont pas forcément les nôtres et qui parfois sont opposés aux nôtres, eh bien, il me paraît nécessaire que la diplomatie française, et en particulier ce gouvernement-là, cherche à trouver d'autres alliances, ou en tout cas à renforcer peut-être des alliances historiquement plus logiques et qui seraient de se rapprocher d'une certaine façon de la Russie. Là encore une fois, hein, je ne vais pas replagier Emmanuel Macron qui a dit que c'était une organisation en état de mort cérébrale, il n'y a pas longtemps, et que effectivement, quand on parle de l'OTAN, du traité de l'Atlantique Nord, on sait très bien que le traité qui avait été, dans le cadre du pacte de Varsovie, est érigé contre l'OTAN. En fait, si vous voulez, la raison historique de l'OTAN, eh bien, théoriquement, elle a disparu avec la fin de la guerre froide. Or, l'alliance s'est poursuivie en poursuivant d'autres objectifs, on a rajouté d'autres choses et on a surtout multiplié les pays, comme vous l'indiquiez. Moi, je crois que aujourd'hui, nous, Européens, je me passe d'un point de vue européen et d'un point de vue français, on est face à vraiment un dilemme d'un point de vue de notre sécurité. Je prends l'exemple de l'Allemagne. Récemment, il y a à peu près un an et demi, Donald Trump a menacé, je parlais pour donner un exemple en plus, des sanctions économiques que les États-Unis peuvent imposer à un allié. Ils les imposent souvent à des adversaires, mais aussi ils peuvent les imposer à des alliés. Donald Trump, un matin, décide de pratiquer une hausse des tarifs de l'aluminium contre l'Allemagne, dirigée contre l'Allemagne et en premier lieu contre les automobiles allemandes. Donc l'Allemagne étant un pays qui est très très exportateur, l'un des premiers exportateurs au monde, menacer le marché, menacer de fermer en gros le marché américain aux automobiles allemandes, c'était extrêmement, extrêmement dangereux. Et Trump l'a fait parce que il a découvert que l'Allemagne prenait les 2/3 de son énergie à la Russie, enfin, ou achetait, et qui s'est dit, mais pourquoi devrais-je payer la sécurité de ce pays qui commerce avec nos adversaires russes? Bref, voilà, il y a eu toujours une idée que l'Américain, en apportant sa sécurité via l'OTAN, ça c'est le point de vue américain, le point de vue de Trump, qui est très 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 fort aux États-Unis, bien que les États-Unis se feraient avoir. C'est-à-dire qu'on profiterait de leur générosité pour acheter une sorte de sécurité grâce à l'OTAN, et Trump remet ça en cause. Et Trump, sur l'OTAN, il dit ouais, si on veut maintenir l'alliance, il va falloir que les pays payent. Alors un certain nombre de pays ont accepté de payer, oui, mais d'autres, c'est plus délicat. Donc en fait, on sent bien que cette alliance, avec cette clarification dont je parlais tout à l'heure, des motivations américaines, puisque les motivations américaines, ce sont les intérêts des États-Unis aujourd'hui. Encore une fois, pendant très longtemps, on a été bercé d'illusions que les Américains avaient une forme que c'était les représentants du monde libre et que quelque part, ce qu'ils faisaient, ils le faisaient pour le camp du bien. Voilà. Aujourd'hui, on se rend compte que la dernière interview de Donald Trump à Fox News, c'était, il a parlé du Moyen-Orient, il n'a parlé que du pétrole, quasiment. Il a dit en Syrie, on a sécurisé the oil, we secured the oil, we got the oil. Il le répète 3 fois. Et après, il arrive sur l'Irak, parle des Kurdes, yes, the oil, the oil. Voilà, c'est que ça. Alors après, quand la Maison-Blanche fait des tweets un peu plus polissés, parce qu'il y a des tweets qui échappent un peu à Trump aussi, où il félicite les manifestants courageux en Iran. En fait, il s'en fout complètement. C'est ça l'avantage de Trump. Mais prenons l'avantage de Trump et faisons-nous une force. Alors, le problème, et ça c'est concomitant et c'est symétrique à cette réflexion sur l'OTAN, c'est quid de la défense européenne. Et quand on explore un peu plus à fond la défense européenne, au vu de la perception que les pays respectifs qui composent cette union ont de l'Europe, il est difficile aujourd'hui de dire à nos soldats qu'ils vont mourir pour Bruxelles. Vous voyez ? Donc, la défense européenne, elle est embryonnaire parce qu'elle est pénible à mettre en place, parce que les bases de l'Union européenne sont des bases
très économiques, sont des bases très éloignées de la vie des gens. La plupart des élections européennes, regardez l'Angleterre, bon, le Brexit a triomphé, mais on pouvait le voir à l'élection européenne. L'extrême droite anti-européenne a fait 35% en Angleterre. Donc on pouvait déjà prévoir que Boris Johnson allait capitaliser là-dessus et que le Brexit allait finalement passer. En France, c'est le Front National qui est arrivé en premier. Donc voilà, sur cette construction de l'Europe, il y a un vrai problème, et d'où le corollaire qui devrait être cette défense européenne, qui devrait être plus avancée aujourd'hui, elle ne l'est pas à cause de la persistance de l'OTAN, mais aussi à cause de l'incapacité des pays européens à offrir autre chose que cette Europe technocratique, lointaine, argentière, économique, à des populations qui souffrent. Voilà.